Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue dans Tribune présidentielle. Au menu ce soir, les 13 visages du 12 octobre 2025 sont connus depuis le 26 juillet dernier. Le Conseil électoral, après examen des dossiers de candidature reçus, a publié la liste des candidats à l'élection présidentielle. Sur les 83 candidatures initiales, 13 ont été retenues et 70 rejetées, certaines au motif d'une pluralité d'investiture. C'est le cas du Manidem qui a déposé 2 dossiers de candidature ou de l'UPC avec ses 3 aspirants à la fonction suprême. D'autres partis politiques et d'autres candidats ont également subi la rigueur de l'application de l'article 125 du Code électoral qui confère au Conseil électoral le pouvoir discrétionnaire d'accepter ou de déclarer irrecevable une candidature. Et conformément à la loi, le Conseil constitutionnel étant saisi en appel, les candidats recalés ont jusqu'à ce lundi minuit pour déposer leur recours. Mais avant ce délai, comment comprendre cette décision du Conseil électoral d'approuver ou de rejeter certaines candidatures présentant pourtant des problèmes similaires? De quelle pluralité d'investiture s'agit-il? L'analyse de nos invités est à suivre en deuxième partie d'émission, mais avant, place au journal. Au lendemain de la publication de la liste définitive des 13 candidats retenus pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, le Conseil constitutionnel est le théâtre d'un défilé de candidats recalés venus déposer leur recours. De Maurice Kamto à Léon Taylor Onana, en passant par Bertin Kissop, David Bepissing ou encore André Dibamou, plusieurs figures contestent leur exclusion du scrutin ou certaines candidatures validées, alors que la date limite de dépôt est fixée à ce 28 juillet à 23h59. Les requêtes se multiplient et ce lundi matin, notre équipe a rencontré Alfred Ondoa Ongba, candidat indépendant venu lui aussi déposer son recours au Conseil constitutionnel. Sa réaction dans ce reportage que nous propose Sébastien Oyébé. Parmi les figures déjà passées devant l'institution, on retrouve le professeur Maurice Kamto, candidat du Manidem, qui conteste le processus ayant conduit à son exclusion. Léon Taylor Onana, militant du RDPC. Bertin Kissop du CPLJ n'a pas lésigné et il a introduit pas moins de 3 requêtes distinctes. De leur côté, David Bessiping du référé et André Dibamou du JDC réclament purement et simplement leur réintégration dans la course. Ce matin encore, dans les couloirs du Conseil constitutionnel, nous avons croisé un autre recalé, Alfred Ondoa Ongba, candidat indépendant, est venu en personne déposer sa requête déterminée et serein. J'ai déposé un recours étant donné que les conditions citées par l'article 121 du Code électoral sont rudes pour les candidats indépendants. Mais je ne baisse pas pour autant les bras. J'en appelle à la magnanimité du président du Conseil constitutionnel. Je représente les voix de tous les Camerounais qui n'ont pas pu intégrer un parti politique ou alors qui ont été frustrés. Le combat continue. Les prochaines heures seront décisives pour ces recalés qui misent sur la justice constitutionnelle pour établir ce qu'ils estiment être une injustice électorale. Les décisions du Conseil, attendues dans les tout prochains jours, seront sans appel. Et le rejet de la candidature de Maurice Kamto, investi par le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, continue de faire des vagues à l'ouest Cameroun. Après Issa Chiroma Bakari, c'est au tour de Patricia Tomaino Ndamjoya de l'UDC, Michel Eklador Pekwa de l'UPC et Maître Lavoisier Tsapi du Mouvement pour la renaissance du Cameroun de briser le silence. D'après ces personnalités politiques, le motif retenu pour le rejet de la candidature de l'ancien président national du MRC est léger. Réaction de la classe politique dans cet élément que nous propose Franck Duroc-Tassonka à Bafoussam. Dans cette liste de 13 candidats retenus par le Conseil électoral, en route pour la magistrature suprême, une femme, Patricia Tomaino Ndamjoya, maire de Fumban, à l'ouest Cameroun. L'État de l'Union démocratique du Cameroun a un
un objectif majeur, celui de sortir la République du Cameroun mise à mal, menacée par une longue gouvernance publique chaotique pour une nouvelle ère. La présidente de l'Union démocratique du Cameroun trouve léger le motif du rejet de la candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle et fonde désormais ses espoirs sur le Conseil constitutionnel. Bien entendu, nous étions désolés du rejet de cette candidature en étant convaincus que le Conseil constitutionnel saura réhabiliter cette candidature. Le motif du rejet nous semblant vraiment léger. Parmi les candidatures recalées, une seule cristallise l'attention. Visiblement celle du professeur Maurice Kamto, officiellement arrivé deuxième à la présidentielle de 2018 et porté en 2025 par le Manidem. Michel Eclador-Péquois, journaliste doublé d'homme politique, trouve lui aussi ce motif léger. Pourquoi est-ce que cette candidature fait l'événement? C'est au regard de tout ce qui a été dit autour. C'est relativement aux précautions et qui semble, au regard des motifs qui justifient ce rejet, être d'une grave légèreté. D'après Maître Lavoisier Tsapi, nouveau transfuge du mouvement pour la renaissance du Cameroun, cette décision d'écarter l'ancien président national de son parti politique est une décision politiquement motivée et non juridiquement motivée. Elle ne tient aucun compte du droit. Le motif avancé par le Conseil électoral d'élections Cameroun, à savoir la double investiture, est un motif qui ne tient pas en droit parce que dire qu'il y a double investiture voudrait par exemple dire que le représentant légal du parti a investi 2 candidats. Entre 2018 et 2025, à plusieurs reprises, Elekam a convoqué Ekane Anicet en tant que président du Manidem à participer à des séminaires. Selon le code électoral, les candidatures rejetées peuvent faire l'objet d'un contentieux préélectoral. L'avocat au barreau du Cameroun interpelle dans cette sortie le Conseil constitutionnel en vue de la réparation de ce qu'il qualifie d'injustice. Le Conseil constitutionnel a le destin du Cameroun en main. Si le Conseil constitutionnel décide de noyer le destin du Cameroun, ils en prendront cette lourde responsabilité. S'ils décident de contribuer à ce que nous ayons une élection libre et transparente, le peuple leur en sera gré. L'appel que je lance aux membres du Conseil constitutionnel, c'est que ils puissent prendre leurs responsabilités pour dire le droit et rien que le droit. Rappelons que ce scrutin présidentiel aura lieu le 12 octobre 2025. Et justement, on le sait depuis le week-end, le Conseil électoral a donc rendu publique la liste des 13 candidatures des partis politiques retenus pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Parmi elles, les figures attendues comme Paul Biya du RDPC, Bello Bouba Maïgari de l'UNDP, Joshua Ossi du SIF ou encore Cabral Libi du PCRN, des vétérans mais aussi des novices de la présidentielle âgés entre 38 et 92 ans qui seront accompagnés d'une femme, Tomaino Ndamjoya, candidate de l'UDC. Fond René Marquez présente les 13 candidats retenus pour la présidentielle d'octobre prochain. The provisional list retained by Elections Cameroon-ELECAM ahead of the 2025 presidential elections carried 13 candidates, aside from Paul Biya of the CPDM, Joshua Ossi of the SDF, Cabral Libi of the PCRN, Serge Espoir Matomba of the PUS, and Nakare Muna of the Universe. The remaining 8 are running for Cameroon's top job for the first time. Among the presidential hopefuls, Tomaino Ndamjoya of the CDU party is a lone female on the list. The provisional list is a blend of the old and young generations, with the youngest being Hiram Samuel Iyodi, a 38-year-old engineer, business leader and politician who is running as president under the Cameroon Front of Democrats FDC party. Another new entrant is Seta Kakten Ateki, a 39-year-old Cameroonian from the Northwest region. He studied at the University of Boya and later the National Institute of International Relations, CIVIC. Cabral Libi and Serge Espoir Matomba are well-known figures in Cameroonian politics. Both politicians are in their mid-40s and are entering the Etude race for the second time after 2018. The experience they have gained between 2018 and now may serve as an advantage for them.
Although a newcomer in the presidential race, Hiles Zipang has been active in politics with the Progressive Movement Party (MP). He is another young and vibrant politician who has joined the ranks to unseat President Paul Biya. 56-year-old Joshua C. is a parliamentarian who has been militating for the SDF since joining the political outfit in 1991. Jacques Boga Hagbe is a 51-year-old seasoned economist with over 2 decades of experience at the International Monetary Fund (IMF). He stands as a strong force with his Pan-African ideologies. Another individual who is not new to politics but is new to the presidential race is Pierre Kwemo of the Union of the Socialist Movement. Akeremuna, representing the Universe Party, is a 72-year-old renowned lawyer who has been vocal about corruption. Also on the list, validated by the Electoral Board, are 2 former ministers, 75-year-old Issa Chiroma Bakari and 78-year-old Bello Boba Maigari of the FSNC and UNDP party respectively. To top it all off, Paul Biya of the ruling CPDM party is also on the list. The 92-year-old native from the South region will be seeking re-election. Minute présidentielle. Une minute présidentielle de ce soir est consacrée à l'examen de candidature avec cette interrogation. Quel est le sort réservé au dossier de candidature? Eh bien, une fois que les postulants déposent les dossiers, c'est le début de l'examen par l'organe en charge des élections, c'est-à-dire Elections Cameroun. En fonction de l'exactitude des informations et de la conformité à la loi, il peut arriver qu'une déclaration de candidature soit rejetée, ce qui ne veut pour autant pas dire que tout est perdu pour le candidat. Roland Tsapi. Tout comme pour les candidats à un examen scolaire, les dossiers de candidature à l'élection présidentielle sont minutieusement scrutés par Elections Cameroun. Article 121.1. Le Conseil électoral peut accepter ou déclarer irrecevable une candidature. 2. La notification de la décision motivée du rejet d'une candidature est faite à l'intéressé par le directeur général des élections. Une copie de la dite décision est immédiatement communiquée au Conseil constitutionnel. 3. La décision de rejet d'une candidature ou celle portant publication des candidatures peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel. Article 126. 60 jours au moins avant la date du scrutin, le Conseil électoral arrête et publie la liste des candidats. Notification en est faite immédiatement au Conseil constitutionnel. Article 127.1. Lorsqu'un candidat investi par un parti politique décède avant l'ouverture de la campagne électorale, il peut être remplacé à l'initiative du dit parti. 2. Le remplacement visé à l'alinéa ainsi dessus n'est possible que si la nouvelle candidature est déposée à la direction générale des élections au plus tard le 20e jour précédant le scrutin. 3. Les candidats indépendants ne peuvent être remplacés. Autrement dit, si un parti politique investit un candidat et que ce dernier décède à 10 jours du scrutin, le parti perd tout. De même, celui qui a réuni les signatures dans les régions pour se présenter est irremplaçable en cas de décès. Il est à noter que le rejet d'une candidature par Elections Cameroun ne veut pas dire que tout est perdu pour lui. Il reste encore une chance, il peut contester la décision devant le Conseil constitutionnel. Suivant l'article 129, les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adopté par un candidat sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour la dite élection dans un délai maximum de 2 jours suivant la publication des candidatures. Article 131. Les contestations ou les réclamations sont faites sur simple requête adressée au Conseil constitutionnel. 2. Le recours n'est pas suspensif. 3. Il en est donné acte par le Conseil constitutionnel. 4. Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. 5. La requête est communiquée à toutes les parties intéressées par tout moyen rapide, laissant trace puis affichée au Conseil constitutionnel dans les 24 heures suivant le dépôt de la requête. 6. Les mémoires en réponse sont déposés dans les 24 heures suivant la communication ou l'affichage de la requête. Après l'examen des requêtes et les audiences, le Conseil constitutionnel se prononce en dernier recours dans un délai de 10 jours. Précision est faite à l'article 128.1. Si un candidat présenté par un parti politique est déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel après la publication des candidatures, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti. Ce candidat doit remplir les conditions d'éligibilité prévues par la présente loi. 2. Ce remplacement doit intervenir dans un délai maximum de 3 jours suivant la décision du Conseil constitutionnel.
Ici se pose tout de même une question. Comment peut-on réunir les dossiers de candidature en 3 jours seulement? Minute présidentielle. Et dans la suite du journal, on parle santé. Le nouveau directeur général adjoint de l'hôpital général de Yaoundé est attendu sur les axes de la discipline, de la rigueur et du professionnalisme. Des orientations claires données par le ministre de la Santé publique lors de sa cérémonie d'installation en fin de semaine dernière. Le docteur Elé Zouame Félix est également chargé d'accompagner le directeur général dans le processus de transformation et de modernisation de cette structure hospitalière de référence. Plus de détails avec Sébastien Oyébé et Julien Bapongé. Des accolades pour féliciter le nouveau promu. Le docteur Elé Zouame Félix vient d'être officiellement installé au poste de directeur général adjoint de l'hôpital général de Yaoundé. Une nomination qui a suscité des marques de félicitations au sein du gouvernement et une joie partagée par des acteurs du secteur de la santé. Mais au-delà de l'ambiance conviviale qui a entouré la cérémonie, le nouveau responsable hérite d'une mission exigeante, traduite en une feuille de route précise. Vous devez apporter à votre directeur général tout le soutien qu'il attend pour continuer à transformer positivement cette stratégique formation sanitaire. Vous aurez également le contrôle de la qualité de l'environnement hospitalier. À votre niveau, vous serez un acteur clé de la propriété, de la sécurité sanitaire et de l'expérience globale offerte aux patients et aux usagers. Et enfin, le soutien aux projets d'innovation et d'amélioration continue. Vous devrez donc accompagner la modernisation des outils de gestion, la digitalisation des services et le suivi des indicateurs de performance. En retour, le nouveau promu a promis de se montrer digne de la confiance placée en lui. Pour essayer d'apporter une petite amélioration, je dirais une véritable amélioration pour le bien-être et la santé des Camerounais. Originaire du Sud Cameroun, le docteur Elé Zouame Félix, médecin diplômé de l'Université de Montpellier, cumule une solide expérience clinique et administrative. Passé par plusieurs hôpitaux et le service intérieur de la présidence de la République, il incarne un profil complet, taillé pour accompagner la nouvelle dynamique de gouvernance à l'hôpital général de Yaoundé, centré sur la performance et le service public. Dans un tout autre registre, l'Association pour la sauvegarde et la promotion de la culture Guidar a tenu son assemblée générale le week-end dernier à Garoua, dans la région du Nord. L'occasion de dresser le bilan du festival de décembre dernier et de préparer la prochaine édition, notamment son financement. Les membres ont aussi amendé le statut pour organiser les élections du bureau exécutif dans un an lors d'une assemblée extraordinaire. On fait le point avec Daniel Aman à Garoua. La culture Guidar traverse depuis quelques décennies une phase délicate de son évolution. Confrontée à la concurrence d'autres cultures qui façonnent ou agissent sur son peuple, la culture Guidar est menacée dans son essence. Pour ce, une association a vu le jour et des festivals organisés. La dernière édition a eu lieu en décembre dernier. La ville de Garoua a servi de cadre pour l'Assemblée générale pour évaluer le parcours de l'association et faire le point sur la dernière édition du festival et trouver le financement pour la prochaine édition. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de ce qu'on a pu faire parce que vous avez peut-être suivi les 3 éditions du festival Gouma. L'Assemblée générale est une occasion pour nous de voir ce qui s'est passé et de projeter, de fédérer les énergies afin que nous soulevons cette culture, nous valorisons cette culture en tant que chef. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Ils sont venus des 4 coins du Cameroun pour une assemblée générale ordinaire. Durant 2 jours, ils ont passé en revue tout le texte de base du statut au règlement et en bonne place le festival passé et à venir. L'objectif
affiché, c'est promouvoir, trouver toutes les astuces pour promouvoir la culture Guida dans leur association dénommée Gouma. Il y a une satisfaction de les voir tous réunis ici et de parler de la même voix. Maintenant, nous avons recommandé au nom du préfet de la Bénin de travailler dans l'harmonie. Toutes les difficultés qui ont été énumérées par le président de l'association, de les examiner dans l'harmonie, éviter les divisions et puis les intrigues, afin que triomphe toujours porter l'amour de la culture guida au Cameroun et au-delà. Tout ceci sous l'œil observatoire du représentant du préfet du département de la Benue. En attendant le toilettage du texte pour une élection du bureau exécutif qui se tiendra en assemblée extraordinaire dans un an. Les partisans de certains candidats recalés à l'élection présidentielle suspectent le Conseil électoral d'avoir fait du 2 poids 2 mesures dans sa sélection. Les cas évoqués concernent le RDPC avec Léon Taylor Onana, Maurice Kamto et Dieudonné Yebga pour le Manidem, Jean Baebek, Yam Timba et Abdourahmane Amadou Baba pour l'UPC, Membouet Chantal Adélaïde pour le Parti Univers. Leur unique chance de faire partie de la shortlist dépend du Conseil constitutionnel, dont son président Clément Atangana a été surnommé irrecevable pour ses rejets systématiques des requêtes des candidats malheureux à la présidentielle de 2018, lesquels de tous ces recalés pourront figurer sur le résultat final du 11 août prochain. La lecture de Jean-Paul Chouniat. Nous allons nous lever pour l'exécution de l'hymne national. Des 70 recalés à l'élection présidentielle de 2025. Les cas de multiples candidats pour l'UPC, le Manidem, Univers et le RDPC suscitent des polémiques depuis la publication de la liste provisoire des 13 admis par le Conseil électoral le 26 juillet dernier. Si pour certains, le président Abrahams, Eno Egbe et ses pairs ont fait leur job sur la base des textes organisant la sélection des candidatures, pour d'autres, le Conseil électoral a fait du 2 poids 2 mesures pour les partis politiques qui ont présenté plus d'une candidature. Mettant en lumière pour l'illustrer les cas du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec Paul Biya qui a été retenu et son challenger Léon Taylor Onana rejeté. Au Parti Univers, Akere Mounata Ben validé et Membouet Chantal Adélaïde recalé. À l'Union des populations du Cameroun, les dossiers de candidature de Jean Baebek, Dominique Timbayam et Abdourahmane Amadou Baba ont été mis de côté. Pareil pour les candidats Maurice Kamto et Dieudonné Yebga sous la bannière du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Une partie de l'opinion remet en cause l'impartialité du Conseil électoral dans le traitement et la sélection des dossiers qui ont été soumis à son appréciation, l'accusant d'avoir privilégié le président sortant Paul Biya au détriment des candidats de poids, à l'instar de Maurice Kamto, Jean Baebek et tous les autres prétendants à la course du 12 octobre prochain pour le Palais de l'Unité. Recalés, leur seule chance de passer repose désormais entre les mains du Conseil constitutionnel, appelé à trancher si tous ces candidats seront réhabilités à concourir au scrutin présidentiel à venir. De la publication de cette liste provisoire le 26 juillet dernier, les recalés ont jusqu'à ce jour minuit pour saisir le Conseil constitutionnel, qui a 10 jours pour se prononcer dans la perspective de la publication de la liste définitive, le 11 août prochain. Et on parle de cette liste publiée par le Conseil électoral le 26 juillet dernier. Ils sont 13 à avoir vu leur dossier de candidature être retenu par le Conseil électoral. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Bienvenue dans la deuxième partie de Tribune présidentielle. Pour évoquer la thématique de ce soir, on reçoit Maître Fabien Kenyé, avocat au barreau du Cameroun, d'ailleurs membre du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Maître, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Claude, bonsoir chers companélistes, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. Autant pour moi, je dois avouer que c'est un plaisir immense, n'est-ce pas, de me retrouver sur ce plateau avec le dépositaire de la science, qui est le professeur Timchen, pour qui j'ai extrêmement d'admiration, n'est-ce pas, pour sa rigueur intellectuelle, et sa fidélité à la science. Je lui sais gré, n'est-ce pas, de devoir continuer à éclairer le peuple
comprennent que tout n'est pas perdu dans ce pays en ce qui concerne les intellectuels. Et vous l'avez déjà introduit, professeur Moïse Timchouin, universitaire, spécialiste du droit. Bonsoir, professeur, merci d'être avec nous. Bien, merci beaucoup. Bonsoir, Madame Maillot. Bonsoir à tous les copanélistes. Je salue tous vos millions de téléspectateurs et un salut particulier, n'est-ce pas, à ma maisonnée que j'ai laissée à Tchan. Bonsoir également à Jacques Bruno Djanke, agent à Amnesty International. Vous représentez ce soir la société civile. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci, Madame Mao. Merci aux co-panélistes. Merci surtout à vos téléspectateurs. Et j'espère que nous allons édifier ce que vos téléspectateurs seront les attendus. À votre gauche, Raymond Biri, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Mayo, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, bonsoir mes respectables copanélistes. C'est un plaisir d'être là. Je précise que nous sommes en direct sur Balafon Télévision et sur Radio Balafon ce soir. Nous serons ensemble jusqu'à 21h30. Avant de parler des candidatures rejetées par le Conseil électoral, je voudrais avoir vos avis, chers messieurs, sur la liste publiée par le Conseil électoral. La liste donc qui a vu les noms de 13 candidats, 13 candidatures approuvées par le Conseil électoral. On connaît déjà les absents, Maître Guény, mais au-delà de ces absents-là, notamment le professeur Maurice Kamto, candidat du Manidem, qu'est-ce que vous avez remarqué concernant cette liste? Quel est le point qui vous a particulièrement interpellé? Je dois vous avouer que ce qui m'intéresse particulièrement, ce n'est pas la publication de la liste, c'est le précédent. Parce que, voyez-vous, je ne peux pas comprendre, n'est-ce pas, qu'avec une institution aussi sacrée et consacrée comme Elecam, que la liste qui a été publiée se soit retrouvée sur les réseaux sociaux avant, comme si elle avait été d'abord préparée quelque part. C'est quand même assez surprenant pour un pays qui se veut sérieux. Vous n'êtes pas sans ignorer que les réseaux sociaux étaient inondés, je crois, ça devait être vendredi, n'est-ce pas, par cette liste exactement de ces 13 personnes qui ont été retenues. Mais la liste qui a circulé sur les réseaux sociaux ne portait ni la mention d'Elections Cameroun, ni le cachet, ainsi de suite. Ce sont des Camerounais qui se sont assis et qui ont procédé par élimination simplement. Et c'est tombé... De quel Camerounais parlez-vous? Il s'agit des truands. Vous savez qui aura été certainement à l'origine de cette liste. Il y a un confrère, l'un de vos confrères dont je ne voudrais pas citer le nom, n'est-ce pas, qui est très, comment dirais-je, pénétré dans le sérail, un jeune pour qui, n'est-ce pas, sur qui on compterait aujourd'hui pour qu'il puisse, n'est-ce pas, aider ses compatriotes, ou montrer ses compatriotes quel chemin aujourd'hui la jeunesse devrait suivre, qui malheureusement, n'est-ce pas, est empêtrée dans des sales besoins extraordinaires. Moi, cette liste, lorsque je l'ai eue, je me suis demandé s'il n'y a pas de gens tapis dans l'ombre qui sont en train de vouloir désintégrer ce pays, parce que, voyez-vous, le droit au vote ou le droit à la candidature sont des droits fondamentaux, inhérents même, n'est-ce pas, à la personne humaine. C'est comme même le droit de respirer. Donc chaque personne, quelle qu'elle soit, dans une république, devrait en bénéficier, parce que c'est à travers, n'est-ce pas, ces éléments de droit que vous sentez que vous existez dans une république. Lorsqu'on vous prive d'un droit consacré, surtout en violation de la Constitution et de la loi, ça veut dire qu'on vous enlève toute citoyenneté. Vous êtes un banni, vous devenez un apatride. Je ne sais pas si ceux qui le font, n'est-ce pas, savent à quoi est-ce qu'ils exposent le peuple camerounais aujourd'hui. C'est une liste insensée. Personne n'ignore aujourd'hui, n'est-ce pas, le paysage socio-politique camerounais. Personne n'ignore aujourd'hui qu'il y a la légitimité nécessaire pour pouvoir adresser les problèmes du Cameroun après 40 ans de navigation, à vue de navigation, de dessouchage du pays. Et nous savons ceux qui le font.
Maître Fabien Kenny, merci. On va rester toujours sur la liste elle-même. Jacques Bruno Djanke, sur la liste, on n'a pas vu le nom d'un candidat indépendant. Pour cette élection, ils étaient environ 27 à avoir soumis leur dossier de candidature. Aucun dossier validé par Elections Cameroun. Finalement, les candidats indépendants, ils n'ont pas droit à une participation à l'élection présidentielle, de votre analyse? Je pense que ELECAM est une institution qui a ses règles, qui respecte un certain canevas prescrit par la loi. Et si les candidats indépendants, qui étaient au nombre de 27, comme vous le dites, n'ont pas été retenus, je pense que c'est surtout parce qu'ils n'avaient pas les signatures. Parce que vous savez, il y avait quand même 300 signatures qui étaient exigées pour pouvoir être candidat. Donc, beaucoup n'ont sûrement pas présenté ces signatures-là, ces différents avalistes. Et aussi, il y avait la question de 30 millions quand même, la caution. Donc, je pense que ELECAM a tous ses atouts pour, n'est-ce pas, invalider certaines candidatures. Parce que le maître a dit tout à l'heure qu'il se plaint du fait que... je pense qu'il ne faut pas qu'on confonde le populisme et la loi. Nous avons des candidats qui sont très populaires. Nous avons vu l'alias sur les réseaux sociaux un peu de partout. Mais est-ce que ces candidats qui ont été rejetés se sont conformés aux exigences de la loi? Parce que, voyez-vous, le populisme crée des effets parfois différents des attentes. On est populaire, on se dit que, bon voilà, parce qu'on est populaire, on doit pouvoir traverser ou bien transgresser certaines lois. Et en fin de compte, on se retrouve calé, tout simplement, parce qu'on n'a peut-être pas été assez vigilant. Bon, j'espère que tous ces candidats qui ont été recalés et qui ont fait recours au niveau du Conseil constitutionnel pourraient mieux se prévaloir et puis certains pourront être réintroduits pour que la fête soit belle. Surtout, vous savez que les élections, c'est d'abord une fête. Donc les présidentielles, c'est une fête. Donc, il faut qu'elles soient belles et qu'elles soient dans la paix. Au-delà des candidats recalés dont les partis ont enregistré plus d'un dossier de candidature à Elections Cameroun, il y a les candidats indépendants, ceux dont les partis n'avaient pas d'élus, mais qui ont tout de même soumis un dossier de candidature. Le Conseil électoral a donc rendu public les résolutions de sa 3e session ordinaire, tenue le week-end dernier, le 26, jour de la publication de la liste. Et dans ce document, il est dit que sur les 70 dossiers de candidature rejetés, la plupart n'avaient pas les 300 signatures demandées. Ça faisait partie des critères, 300 signatures de personnalités. Certains n'avaient pas le reçu de versement du cautionnement de 30 millions de francs CFA. D'autres n'avaient ni extrait d'acte de naissance, ni certificat de nationalité. Donc, en gros, on avait beaucoup de dossiers incomplets. Donc, professeur Tim Chouin, il y a beaucoup, dès la convocation du corps électoral, qui avait parlé de candidature fantaisiste. Quand on a la sortie du Conseil électoral, donc, qui donne les différents motifs, et qu'on se rend compte qu'un candidat à la candidature n'a même pas pu déposer l'extrait de son acte de naissance, il y a de quoi donner raison à cela. Oui, effectivement, la publication aujourd'hui, n'est-ce pas, des résolutions complètes du Conseil électoral d'ELECAM a permis quand même de s'interroger sur, n'est-ce pas, le sérieux de ceux qui ont postulé à l'élection présidentielle. Et le nombre qui a été publié aujourd'hui suscite, n'est-ce pas, des interrogations curieuses sur, n'est-ce pas, la conception de la fonction présidentielle dans notre pays, n'est-ce pas, parce qu'on a quand même enregistré 82 candidatures. 83 candidatures, ce qui est extrêmement pléthorique. Mais au fond, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'aventuriers, n'est-ce pas, qui sont arrivés. Alors, l'une des lectures, n'est-ce pas, que l'on fait de cette pléthore de candidatures, notamment animées par des aventuriers, n'est rien d'autre que la banalisation de la fonction présidentielle. Je crois que chacun estime aujourd'hui, peut-être au regard du bilan que le régime sortant nous laisse,
qu'il peut peut-être aussi ambitionner de devenir président de la République et peut-être faire mieux, sinon peut-être comme, n'est-ce pas, le président sortant. Donc, c'est l'impression que cela donne. Mais je crois qu'Elekam peut-être doit pouvoir voir sa modalité de fonctionnement. Parce que accepter des candidatures qui ne sont pas complètes, des dossiers qui ne sont pas complets, cela pose quand même un problème. Parce que les conditions d'éligibilité sont fixées par le Code électoral, je crois depuis l'article 116. Et puis l'alias constitutif du dossier de candidature est précisé par l'article 122. Alors, ce matin, j'ai appris, n'est-ce pas, du compatriote Hervé Emmanuel Com, qu'au dépôt du dossier, on vous remet un récépissé qui mentionne déjà les observations d'Elekam. Et si cette observation est de dire que le dossier est incomplet, mais pourquoi est-ce qu'on l'admet? Je crois qu'on peut notifier ce récépissé, on peut remettre ce récépissé-là à l'intéressé avec le motif pour que l'individu n'ait pas à se plaindre ultérieurement, n'est-ce pas, qu'il a été bloqué arbitrairement. Et là, ça permettrait, n'est-ce pas, un filtrage en amont qui ferait que finalement le travail d'Elekam ne va s'appesantir que sur les dossiers quand même qui présentent une apparence de sérieux, n'est-ce pas, de par sa complétude d'abord, mais aussi de par l'apparente régularité, n'est-ce pas, des pièces qui constituent ce dossier-là. Donc, et puis, je crois, si la loi a donné à Elekam, n'est-ce pas, le droit de filtrer les candidatures, mais il faut bien s'attendre à ce que certaines soient retenues et que d'autres ne le soient pas. Évidemment. Elle n'a pas une obligation de rejeter les candidatures, mais si au regard de la loi, il y a des candidatures qui ne satisfont pas les exigences, elles doivent naturellement être rejetées. Mais ce qu'il faut éviter, c'est le traitement discriminatoire, le traitement politicien, n'est-ce pas, des dossiers. Parce que lorsqu'on examine aujourd'hui les motifs de rejet qui ont été communiqués, alors lorsque j'ai regardé le tableau, n'est-ce pas, des candidatures telles que présentées par Elekam, je crois quand même qu'on a noté, pour ce qui est par exemple de la candidature qui fait tellement jaser, qu'il y avait 5 autres partis qui avaient des candidatures multiples. Si mes souvenirs sont bons, c'est le RDPC, l'UPC. 7 au total. 7 partis ayant des candidatures multiples, l'UPC, le MPCN, le RDPC naturellement, le Manidem, oui, le MSC, le RGPC et puis le parti Univers. Voilà. Alors vous allez donc voir que des 7 partis, il y a quand même 2 dont l'un des candidats a pu être retenu. Donc cela donne l'impression que les mêmes soins n'ont pas été donnés au traitement des dossiers supposés présentés par les autres partis. Justement, professeur Tim Chuan, c'est la question que je voulais adresser à Raymond Biry. 7 partis politiques avaient plus d'un candidat ayant soumis un dossier de candidature à Elections Cameroun. Parmi les 7, 2 ont vu l'un des candidats validé, notamment le RDPC avec la candidature de Paul Biya, Univers avec celle de Keremouna. Pourquoi, selon vous, ces 2 sont passés et pourquoi pas les autres? On a quand même sur la liste le MPCN, on a le Manidem même, on a l'UPC, autant de partis qui auraient pu aussi voir l'un de leurs candidats passer au Conseil électoral. Merci, votre question est pertinente, mais permettez-moi de revenir sur la liste elle-même telle que publiée. Oui, la publication de la liste. Par le Conseil électoral. Vous voyez, cette liste est à l'image du Cameroun que nous voulons construire depuis 43 ans, tout simplement. C'est-à-dire? Quand vous regardez cette liste, elle est révélatrice de la diversité camerounaise, tout simplement. Vous retrouvez dans cette liste des noms avec des consonances socio-anthropologiques venant des 4 coins du Cameroun. Quand vous regardez cette liste, vous voyez des vieux, vous voyez des jeunes, vous voyez une femme. Bien que une femme sur 13, c'est un peu regrettable, mais elle est quand même là. Quand vous regardez cette liste, vous voyez qu'il y a des partis historiques là-dedans, qu'il y a des nouveaux partis, qu'il y a des partis qui ont un ancrage sur le terrain, il y a des partis qui ont un ancrage tout simplement local. Cela traduit même de la vitalité de la démocratie camerounaise que l'homme qui prédestine ou qui dirige ce pays depuis 43 ans veut. Mais Raymond Biry, ces détails dont vous parlez ne faisaient pas partie des critères de validation des dossiers de candidature. Le Conseil électoral ne regardait pas l'appartenance géographique du candidat ayant soumis un dossier, encore moins l'ancienneté du parti politique ou l'âge du postulant.
Vous avez demandé mon avis sur la liste publiée. Oui. C'est mon avis à chaud de Camerounais sans être le politicien ou l'analyste politique que je suis souvent. C'est comme ça que je vois tout simplement cette liste-là. Voyez-vous, maintenant, pour revenir à votre deuxième question ou à votre première question, vous avez demandé pourquoi un traitement 2 poids 2 mesures, tout ça. D'abord, professeur Assemblée, vous avez semblé induit professeur en erreur. Il y avait peut-être 7 listes avec doublons, mais quand on a publié, la majorité de cette liste ont été éliminées, sauf 2 cas justement, le cas du RDPC et le cas de Univers. Vous avez présenté ça comme si cette liste avait été non, 7 listes ont été retenues, 7 listes qui avaient plus d'un candidat, 2 ont été validées par le Conseil électoral. Voilà. Très bien, 2 ont été validées et non 7, c'est comme ça qu'on a présenté cela ici. Okay. Bon, pour vous dire vrai, maintenant il faut entrer dans le fond, au-delà de la forme et de la diversité qui est belle que j'ai rappelée. Il faut dire tout simplement, quand vous regardez les 13 partis politiques dont les candidatures ont été validées, vous allez voir à première vue que ceux des partis politiques qui, avec un président à sa tête, une présidence pas querellée, un leadership pas querellé, pour la plupart, tous ont été validés. Première observation. Le PCN n'a pas de problème. Le PCN, ses problèmes sont résolus par la justice. Il y a peu, le PCRN avait encore des problèmes. Mayo, laissez-moi poursuivre. Allez-y. Laissez-moi poursuivre. Je vous dis, première chose qu'on constate, c'est que tous les partis qui n'ont pas de querelle intestine, qui ont un leader affirmé, reconnu sur son passé. Deuxième observation, vous allez voir qu'il y a eu un certain nombre de partis où les leaders reconnus, incontestés devant la loi, devant les autres militants de leur parti, ont cédé la place soit à des jeunes et il n'y a pas eu de problème. Maintenant, vous allez voir qu'en troisième observation, c'est le cas de ces 2 partis que vous venez de citer, le RDPC et l'Univers. Vous allez voir que ces partis aussi, c'est des partis qui ont des présidents connus. Leurs textes ont permis d'investir des candidats tout simplement. Et ceux qui se sont aventurés, sans avoir l'investiture du parti, à aller s'investir par eux-mêmes, n'avaient pas les autorisations préalables pour être investis ou les documents pour être investis tout simplement. Quand vous prenez le cas Onana, vous savez, dans les statuts du règlement intérieur du RDPC, dans les statuts du règlement intérieur, l'article 27 alinéa 3 dit quoi? Le président du parti est le candidat à l'élection présidentielle en tout temps, quelles que soient les conjonctures, quelles que soient les circonstances. Ça veut dire que congrès ou pas, nos dévanciers ont eu l'intelligence, la sagesse de mettre cet article dans les statuts. Mais cet article a été attaqué par votre camarade. Justement, laissez-moi, j'en viens. Cet article a donc été attaqué, mais est-ce que lui, il a qualité même à attaquer cet article, si on veut questionner sa qualité? Lui, il est venu déposer sa candidature, mais sans investiture du parti. Et c'est le même cas avec Univers. Univers a investi à Keremouna par l'entremise de monsieur le professeur Kouvondo. La dame qui est venue déposer après, qui l'a investi? Je vous pose la question. Qui l'a investi dans le parti Univers? La dame, on l'a eu justement sur ce plateau par téléphone. Ouais. Elle qui conteste également la qualité du professeur Kouvondo comme président du parti Univers. Si elle conteste... Elle dit avoir été investie par son président à elle du parti. À son président à elle. Elle vous a donné le nom de ce président? Monsieur Atangana. Monsieur Atangana. Vous voyez que ça s'inscrit un peu dans l'effet du buzz tout simplement. Et maintenant, il y a des candidats qui sont restés, sur ceux qui ont présenté 2 candidats, notamment le Manidem et je pense l'UPC. 3 candidats pour l'UPC. Voilà. Bon, ils sont restés sur le carreau. Maintenant que le Conseil électoral a publié les listes, je ne veux pas revenir sur les discours politiciens ou les débats politiciens qui ont eu cours avant la convocation du corps électoral et tout ça. Je dis simplement que maintenant le processus est lancé. Ils vont rester au niveau du Conseil constitutionnel. S'ils ont des arguments, des documents probants, on verra. Ils seront tout simplement retenus. Sinon, l'histoire de la République va s'écrire sans eux, tout simplement. Jacques-Bruno Djanke, Raymond Biri a parlé du cas PCRN, un autre cas de parti du MP, Mouvement Progressiste. On sait que ce sont ces 2 partis qui, il y a quelque temps, avaient des problèmes au niveau de leur présidence. Les présidents, la qualité de leur président était contestée, le cas de Cabral Libi, le cas de Hilaire Zipan. Le Conseil électoral valide les dossiers de candidature sans contestation. Est-ce à dire de façon
clair et en français facile que au sein du ministère de l'administration territoriale où ça coinçait encore il y a quelque temps, c'est passé finalement pour que les candidatures aussi soient validées aujourd'hui? Vous voyez, il y a un désordre, il y a un désordre apparent dans tout ce que vous êtes en train de dire. Il y a un désordre apparent parce que ces candidats qui valident la présidence des partis politiques, je crois que c'est le MINAT. C'est le MINAT qui prend acte, et c'est la justice qui décide en cas de conflit. N'est-ce pas? Ces parallèles-là se retrouvent dans un point dynamique. Et c'est ce point dynamique-là maintenant qui permet à ELECAM d'investir, d'accepter ou bien d'invalider la candidature d'un postulant, d'un candidat. Alors, je pense que apparemment, de ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un gros désordre. Il y a un gros désordre au niveau de l'administration territoriale, ou bien un défaut de communication à temps réel, n'est-ce pas, pour pouvoir édifier les populations, pour pouvoir édifier, n'est-ce pas, et même les candidats, des partis politiques sur la vérité en ce qui concerne qui décide de quoi. Parce que c'est quand même regrettable qu'on se retrouve dans une élection présidentielle avec des candidats du même parti, n'est-ce pas, qui postulent au même poste, sans que l'organe régulateur ou bien que le patron, comme il aime bien s'appeler, je dis le MINAT, ne fasse un communiqué même avant. Tous ces partis-là qui sont retardés et qui se revendiquent chacun à son niveau d'être président de tel parti ou de tel autre parti, qui va décider? Qui va décider? Voilà, maintenant, on va aller au Conseil constitutionnel. Qui va décider? Parce que le Conseil constitutionnel, moi je suis en train de voir que le Conseil constitutionnel va rejeter beaucoup de dossiers, encore une fois de plus, sur des vices de forme. Parce que quand le Manidem proclame que son président c'est Anis Sekane, que nous connaissons tous d'ailleurs, parce que moi j'ai été très surpris d'entendre parler de Yebga, n'est-ce pas? Manigam dit que c'est lui le président. Et le MINAT qui devait couper qu'on ne dit rien. Et que l'autre parti, vous avez parlé d'un autre parti là. Lequel? Univers. Le parti Univers. Okay. Univers, aujourd'hui. Et que la présidence de Koumvondo, que nous connaissons tous, est remise en cause. Ça veut dire qu'il y a un gros problème de fond. Il y a un gros problème sur le plan juridique et sur le plan administratif. Et ça, c'est des problèmes qu'il faut résoudre, qu'il faut corriger. Parce que si on ne les corrige pas et qu'on aille à la Cour constitutionnelle, je crains fort que la Cour constitutionnelle ne se déclare incompétente. Parce qu'il y a un problème juridique au fond. Il faut résoudre ce problème juridique. Qui est le président de quoi? Qui est réellement le président de quoi? Et si c'est le MINAT qui déclare qui est le président, il faut bien que le MINAT démontre par les faits, n'est-ce pas? Par les faits de justice. Pourquoi tel ou tel est président et tel ne l'est pas? Parce que le MINAT n'a pas qualité pour désigner, pour décider de qui est président d'un parti politique. D'accord? En cas de conflit, il faut rester en justice. Et maintenant, c'est la justice qui décide, après ces investigations et tout, qui décide qui est le véritable président. Même si le MINAT dit qu'il détient l'ADN, l'acte de naissance de beaucoup de partis politiques, donc il peut se prononcer dans ce sens, dit véritablement qui est président et qui ne l'est pas. Oui, mais il a un ADN des partis politiques. Oui. L'ADN qu'on lui communique, cet ADN, on lui communique. Ce n'est pas lui qui fabrique l'ADN des partis politiques. Hein? Ça veut dire qu'il faudrait bien que la justice, n'est-ce pas? Parce qu'on ne parle que des partis en conflit. On ne parle que des partis en conflit. Comme a dit le confrère tout à l'heure, le confrère panéliste, les partis qui sont limpides et qui ont une traçabilité n'ont pas eu de problème. On ne parle que des partis qui ont des conflits et qui est le corps ressource pour tabler sur ce qui concerne les conflits. C'est la justice. Justement, en parlant des partis où il y a conflit, il y a quand même l'UPC. L'UPC
qui a enregistré 3 dossiers de candidature au sein d'Elections Cameroun. Il y a le Manidem, 2 dossiers de candidature, le dossier de Maurice Kamto, le dossier de Dieudonné Yebga. Et pour les 2 partis notamment, même si les autres figurant sur la liste des 7 partis politiques ayant plus d'un candidat enregistré, ayant déposé des dossiers au Conseil électoral, on parle de pluralité d'investiture. Comment parler de pluralité d'investiture sur le plan du droit, Maître Kenny, quand dans un parti politique, on vous dit qu'il y a un candidat qui est légal, légitime, et un autre qui ne l'est pas? Qui a donc investi le candidat du président dit illégitime? Claude Mayo, je suis extrêmement surpris par ce que venait de dire mon prédécesseur, le président de la société civile, que je ne qualifierais pas d'errement, pour être poli. Parce que voyez-vous, les faits sont têtus. La candidature naît à une période donnée. Je dis bien les faits sont tenus. Les faits sont têtus. Chez nous, les praticiens du droit, vous allez voir, le juge va vous dire, donnez-moi les faits. Je vais vous rendre justice. Quels sont les faits? Pour le cas du Manidem, ça ne souffre de rien. Dans un premier temps, la déclaration de double candidature ne peut pas tenir et ne saurait tenir en quoi que ce soit. Au moment où le Manidem est investi, n'est-ce pas, investi le candidat Kamto, quelle est la situation juridique du Manidem? Qui est le président du Manidem reconnu par l'administration? Sur le site de l'administration territoriale, c'est Ekane Anissé. Bien avant, au-delà du site, il y a des précédents. Et les CAM, pendant plus d'une rencontre concernant les partis politiques, a donné des invitations à ce monsieur ex-qualité de président du Manidem pour venir représenter ce parti. Donc ELECAM est censé savoir qui est le représentant légal et indiscutable, n'est-ce pas, du Manidem, c'est Ekane Anissé. Plus loin, le seul élu du Manidem à l'instant où on fait la déclaration de candidature aux élections présidentielles est investi par qui? Par le Manidem. À travers qui? Le président Anissé Ekane, qui a la légitimité nécessaire. C'est-à-dire que l'administration a enterré sur la théorie des droits acquis. Il n'y a aucune contestation sur ce plan-là. Sur le plan légal. D'où vient-il donc maintenant que par la suite, n'est-ce pas, l'administration croit pouvoir ressusciter quelqu'un qui avait été exclu de ce parti? Est-ce que c'est l'administration qui le ressuscite? C'est l'administration qui le ressuscite. Vous avez vu, je ne sais pas où va ce pays. Comment pouvez-vous imaginer, n'est-ce pas, qu'un ministère aussi sérieux ait pu déclarer à Mondovision que son site a été piraté? Mais ça peut arriver. À quel moment? Des sites sont piratés tous les jours. Quand bien le site aura été piraté, ce n'est pas innocent. Quand bien le site aura été piraté, quelle a été la réaction de l'administration? Cette administration est venue nous conforter dans le fait que c'est Anissé Ekane qui est le président du Manidem, en déclarant, c'est écrit, c'est un communiqué radio, en déclarant que le nom du légitime président aurait été remplacé par le nom d'un tiers, qui a été affiché là avec une composition de bureau dont l'un des membres a déclaré n'être en rien concerné par cette forfaiture. L'administration l'a assumé. L'administration territoriale l'a assumé. Donc sur le plan de la représentation, quand j'entends parler de désordre dans les partis politiques, moi ça m'étonne. En réalité, il se trouve que depuis pratiquement 2018, je ne vais pas être trop dur, les usurpateurs qui nous gouvernent, les usurpateurs qui nous gouvernent, les légitimes qui nous gouvernent. Non, parlons simplement de dirigeants vraiment, ou de personnes. On détectait en Kamto, les usurpateurs qui nous gouvernent. Je n'ai cité personne. Je ne peux pas aller jusqu'à dire certains voyous qui nous gouvernent. Non. Ce n'est pas tout le monde. Non, pas ici. Je ne peux pas aller jusqu'à dire que certains voyous qui nous gouvernent non. ont identifié le professeur Maurice Kamto comme la plus grande menace. Voyez-vous, Claude, bien avant, vous savez, sur le calendrier électoral des élections municipales et législatives
devait se passer avant les élections présidentielles. En février-mars. Qu'est-ce qui a fait donc, n'est-ce pas, que ces élections soient plutôt reportées en 2026? Les débats sur le mandat impératif, qui les a apportés? Ne sont-ils pas venus de vous? Jamais. Nous n'avions aucun problème. Même sur la bannière, n'est-ce pas, de notre parti, le professeur a suffisamment expliqué, n'est-ce pas, le fondement, n'est-ce pas, ou notre légitimité à la réussite du MSC à présenter un candidat en l'État. Mais à l'appel du peuple, j'ai dit le peuple entier, parce que le RDPC, dont quelqu'un porte la voix ici, il ne peut pas avoir, je le martèle toujours, la légitimité de 5% de l'électorat camerounais. C'est des gangsters à col blanc, qui pour la plupart sont aujourd'hui en prison. Ça vous engage, Maître Kenny? Moi je le dis et j'assume. Professeur pour ce qui nous concerne, notre candidature ne souffrait de rien. Mais aujourd'hui, Elections Cameroun, professeur Tim Chuan, parle de pluralité d'investiture. Ça ne ressort d'aucun texte de loi. Pluralité d'investiture veut dire qu'il y a 2-3 candidats qui ont été chacun investis. Est-ce que ça veut dire en français facile qu'on a dans le parti, dans le Manidem, le professeur Maurice Kamto qui a été investi, Dieudonné Yebga qui a été investi, à l'UPC, Yam Timba investi par une faction de l'UPC, Abdourahmane Amadou Baba investi par une autre faction de l'UPC, Jean Baebek par une faction de l'UPC. Et si ces factions donc ont investi ces différents candidats, qui leur a donné l'autorisation de le faire ou de fonctionner? Est-ce que l'administration reconnaît 3 UPC, 2 Manidem en français facile? Bien, ce qui est sûr, au regard des textes qui régissent les partis politiques, la loi de 90, il est impossible de créer au Cameroun un parti qui porte l'homonymie d'un précédent existant. Ça veut dire que vous ne pouvez pas au Cameroun avoir 2 UPC. Et je crois que la jurisprudence du Manidem d'ailleurs est là pour nous conforter à l'idée que, à sa création, le Manidem souhaitait être appelé UPC Manidem. Mais le seul fait d'avoir adjoint, n'est-ce pas, l'appellation UPC a obligé le ministère de l'administration territoriale, qui avait agréé l'ensemble du dossier, à suggérer ou bien à exiger que la mention UPC soit supprimée du Manidem pour que cela devienne simplement le Manidem. Donc, il n'est pas possible, au regard du droit positif camerounais, qu'on ait 2 partis ayant la même appellation, les mêmes sigles, les mêmes symboles et tout le reste. Ce n'est pas possible. Et donc, revenons maintenant à la notion de pluralité d'investiture. Oui, on peut appréhender la notion sous un double prisme. Lorsqu'on examine le tableau des candidatures recensées par Elecam, cela peut donner l'impression que justement, il y a certains partis qui ont investi plus d'un candidat. Ça, c'est au niveau de l'apparence, de l'affichage. Mais au plan technique, au plan juridique, une investiture ne peut engager un parti, mais que lorsqu'elle a été conférée par l'organe statutairement institué pour engager le parti. Et donc, vous comprenez que si il y a des personnes qui se sont prévalues d'un parti, alors que leur investiture n'a pas été signée par l'officiel du parti, cette investiture ne peut pas engager le parti. Donc, au plan technique, la pluralité d'investiture n'a de sens que lorsque les investitures en question ont été données par la personne statutairement désignée, n'est-ce pas, pour représenter le parti. Et je dois dire que, par rapport à la question de la pluralité dont vous avez parlé, il faut dire que les partis politiques sont des associations privées. Et les textes qui les fondent sont des conventions. Et en droit, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ça veut dire que les statuts, les règlements intérieurs des partis ne concernent que les membres de ces partis-là. Et il y a un autre principe qui est celui de l'effet relatif des contrats. Parce que étant les contrats ou conventions, c'est la même chose. Alors, l'effet relatif des contrats veut que les personnes extérieures à l'opération n'aient rien à faire au contrat. Ça veut dire que si vous avez signé, par exemple, un contrat avec M. Biri, un contrat de bail, et qu'à échéance, M. Biri ne paye pas les loyers, Tim Chuan n'a aucune compétence pour venir dire à Biri, payer Madame Mayo, parce que je suis extérieur au contrat, ce serait une immixtion abusive. Et donc cela justifie que, dans le cas par exemple du MP,
dès lors que le MPA investit un seul candidat, même si l'investiture avait été signée par quelqu'un que les statuts n'habilitent pas, Elekam n'a pas compétence pour apprécier la validité de cette investiture. Parce qu'il n'y a pas de réclamation. Et donc, Elekam ne peut pas, d'autorité, s'impliquer dans l'examen, n'est-ce pas, de la régularité d'une investiture. Dès lors qu'il y a un acte appelé acte d'investiture, le dossier devrait être conforté. À moins que, après l'acceptation de la candidature, il y ait une réclamation, n'est-ce pas, qui serait portée donc devant le Conseil constitutionnel. Mais dans le cas de la pluralité d'investiture, comme je l'ai dit, il fallait, dès lors qu'il y a pluralité d'investiture, Elekam, en tant qu'organe chargé d'opérer un premier filtre, est obligé en ce moment d'identifier la personne capable d'engager le parti. Et dès lors qu'il apparaît clairement que les investitures ont été signées par deux personnalités différentes, il y a une certitude qu'un des dossiers ne peut pas engager le parti. Mais je crois que c'est la situation qu'on a retrouvée dans le Manidem, parce que si l'un a été investi par le professeur, par le président Ekane Anissé, et l'autre par M. Dieudonné, bon, je ne sais pas qui a signé son acte d'investiture, il va de soi que l'une des investitures ne pouvait pas engager le Manidem en tant que parti. Et donc, à ce moment-là, la posture qu'aurait adoptée Elekam aurait été celle qu'elle a adoptée, par exemple, pour l'Univers ou bien pour le RDPC. Et Elekam avait des ressources pour délibérer sur les deux candidats, au moins pour retenir une, sur la base de la vraisemblance, quitte à ce que, en cas de contestation, que les recours soient exercés et que dans le cadre du débat contradictoire qui aura lieu devant le Conseil constitutionnel, que la vérité éclate véritablement. Mais vous disiez tout à l'heure que Elekam ne gère pas la régularité des investitures. Pourquoi ne pas simplement rejeter toutes ces candidatures ou tous ces dossiers de candidature, ou simplement trouver un autre motif que celui de la pluralité d'investiture? Parce que c'est l'investiture qui pose quand même problème. Votre question est capitale. Parce que cette question a alimenté les débats, n'est-ce pas, dans les milieux juridiques. Et j'ai vu des collègues, notamment un collègue de l'Université de Douala ici, n'est-ce pas, dans le cadre d'un débat où je prenais part, nous parler d'un article 162 alinéa 4 du Code électoral qui disposerait qu'en cas de pluralité de candidatures supposées émanant d'un même parti, que toutes les candidatures soient rejetées. Premièrement, il faut noter que cet article n'existe pas. Et vraiment, je suis désolé de constater que des collègues peuvent créer justement dans leur tête... pour le cas de l'élection présidentielle. Oui, que les collègues peuvent créer des dispositions qui n'existent. Il y a un article 162, mais cet article 162, d'abord, on n'a pas deux alinéas. Et ensuite, cet article 162 traite des incompatibilités pour l'élection législative dont rien à voir avec l'élection présidentielle. Donc, il n'a pas un alinéa 4. Et il le disait sur un plateau de radio. Vous comprenez? Et il a fallu que je l'arrête pour lui dire, mais de quel texte parlez-vous? Donc, vous voyez, l'imposture qui caractérise, vous voyez, y compris le milieu universitaire. Je ne comprends pas qu'un collègue de droit public puisse venir sur une radio, n'est-ce pas, parler d'une disposition dont il n'a pas pris le soin de vérifier l'existence. Évidemment, on ne parle pas du collègue. Mais c'est pour dire que le climat politique est pollué avec des imposteurs, n'est-ce pas, qui s'invitent et qui entretiennent un discours complètement inadmissible. Donc, je voulais dire que là, on a aussi parlé d'une jurisprudence UPC qui commanderait qu'en cas de pluralité de candidature, que la solution soit celle du rejet. Même si cette jurisprudence a existé, elle est à contre-courant de la philosophie des droits de l'homme. Parce qu'en matière de droits de l'homme, lorsque la prétention est d'exercer un droit fondamental, la seule solution que la situation commande, c'est de retenir celle qui permet de rendre effectif le droit fondamental, non pas de rejeter toutes les candidatures. Et donc la solution, c'est d'essayer de scruter parmi les dossiers celui qui apparaît le plus crédible pour l'admettre, quitte à ce que les contestations ultérieurement soient déblayées au niveau du Conseil constitutionnel. Merci, professeur. Raymond Biri, demander à Elections Cameroun de s'assurer de la régularité des investitures, procéder par élimination. Est-ce que ce n'est pas demander à l'institution de se mettre elle-même dans les problèmes quand on sait que pour le cas de l'UPC, par exemple, il y a 3 candidats qui disent chacun avoir été investis par leur parti, par leur faction de l'UPC. S'il fallait qu'Elections Cameroun procède par élimination, il prendrait, ou bien cette institution, on prendrait quel dossier et rejetterait lequel? Non, il faut dire que Elekam a fait son travail, pas Elekam, la direction générale d'Elekam a fait son travail,
qui est celui d'enregistrer les candidatures, premièrement, et deuxièmement, qui est celui de faire le constat de la conformité, tout simplement, et de la recevabilité des candidatures. Sur la conformité, il y a un certain nombre d'éléments qui sont demandés dans le dossier de candidature. Parmi ces éléments figure quoi? Une lettre d'investiture de votre parti, tout simplement. Le cas du RDPC, revenons même d'abord dans les démocraties, comment l'investiture se fait? Deux modalités d'investiture. Soit une désignation pure et simple dans vos statuts et règlements intérieurs, comme c'est le cas du RDPC, soit par des primaires qui passent lors d'un congrès, d'une convention ou d'une assemblée générale, comme quelqu'un a dit sur ce plateau. Voilà les deux modalités d'investiture, tout simplement. Le cas du RDPC, nos statuts ont réglé la question. Pas besoin d'un congrès, on n'avait pas besoin d'une convention, on n'avait pas besoin d'une assemblée. Le président du parti est le candidat à l'élection présidentielle. Point barre, en tout temps. Pour les autres partis, dans leur statut et règlement intérieur, il y a parfois qu'il faut un congrès pour désigner. Il y a parfois qu'il faut une convention. Il y a parfois qu'il faut des primaires. Et vous allez voir que maintenant, les partis qui ont présenté des pluralités de candidatures, parfois sont des partis qui ont eu des antécédents de querelles de leadership, tout simplement. D'où le cas de l'UPC. Nous tous, nous savons depuis 10 ans que l'UPC est saucissonné, fractionné en 3 factions, dont les 3 réclament être des présidents de l'UPC. Qu'est-ce que la direction générale fait? Elle enregistre les camps, elle contrôle ses pièces. Je vois une investiture, 3 investitures, elle prend, elle met de côté. Quand elle met de côté, ça ne veut pas dire qu'elle s'arroge le droit ou l'autorité de discriminer un parti. Non, c'est juste qu'elle est incompétente de connaître ça au fond. Et c'est pour ça que ce parti doit maintenant faire une requête pour que le Conseil constitutionnel statue là-dessus. Aussi simple que ça. Et on a pris le cas du Manidem. Toujours des partis avec des antécédents, des querelles de leadership par le passé. On a vu tous des documents circuler sur les réseaux sociaux où tantôt le président c'est M. Yebga, Majesté Yebga, tantôt le président c'est M. Anissé Ekane. Qu'est-ce que vous attendez de M. le Conseil électoral de l'ECAM? M. Yebga, je suppose qu'il s'est investi lui-même parce qu'il y a des documents qui circulent pour dire qu'il est président de ce parti. Monsieur Maurice Kamto, je suppose c'est monsieur Anissé Ekane qui l'a investi. Parce qu'il y a des documents aussi qui circulent que c'est lui le président de l'UPC, tout simplement. Et Anissé Ekane l'a assumé. Comment supposer encore? Et maintenant, quand Elekam prend, je ne sais pas, je parle sous votre contrôle, l'article 122 ou je ne sais pas moi, qui précise les conditions, les modalités, les documents, la 122, merci. On regarde. Est-ce que la lettre d'investiture est oui, c'est bon, on garde. Maintenant, on va à l'article 121, on dit que les candidats sont investis soit par un parti politique. On prend notre dossier du Manidem, on retrouve une autre investiture. C'est normal que le Conseil électoral de l'ECA mette de côté, puisque ce n'est pas de sa compétence conformément à la loi, tout simplement. Et à ceux-là qui ont des querelles de leadership dans leur parti, de faire une requête pour le Conseil constitutionnel et de présenter leurs allégations, de présenter leurs arguments tout simplement. Voilà, je ne sais pas pourquoi on dit acharnement. Et on a vu qu'il y a eu des partis qui avaient plus ou moins ces querelles de leadership. Mais je salue le PCN1 parce qu'ils ont très vite résolu ces problèmes-là. Ils ont des décisions de justice. Pourquoi M. Konan n'a pas déposé sa candidature? Mais parce que lui, il a senti que les arguments juridiques que le PCN a en main, que M. Cabral a en main, ça ne lui permet même pas de s'investir lui-même. Il y a un autre parti historique qui a fait partie allié au régime, qui n'est pas, que je salue aussi, le MDR. Vous avez vu, il y a des querelles de leadership au MDR. Mais ils n'ont pas osé. Il y a 2 factions fortes là-bas. La faction de Maître Diorwe et la faction de mon jeune frère Tigana, qui chaque jour se donnent de coups de poing. Mais ils ont évité cette cacophonie-là tout simplement. Parce qu'ils savaient qu'ils couraient le risque que les 2 candidatures soient rejetées. Parce que l'un a aussi, les 2 ont les décisions de congrès, comme président du MDR. Bon, vraiment, moi je pense que ce débat est clos. Et l'ECAM n'a fait que son travail. Maintenant, nous sommes dans un processus où ceux qui pensent que c'est une injustice, c'est une discrimination, il y a une voie juridique qui les a ouverts. C'est de faire une requête. Et c'est d'aller au Conseil constitutionnel, tout simplement. Mais comment est
élagué, Maître Kenny, l'idée d'une décision politique ciblée du Conseil électoral, notamment d'Elections Cameroun, quand on a le cas du Manidem et le cas de l'UPC, même si chacun ici s'accorde à dire que pour l'UPC, c'est connu et su depuis des années qu'il y a des factions, de multiples factions au sein du parti. Pour le cas du Manidem, il y a encore quelques jours, on était sûr, au moins à 90%, que Anissé Ekane était le président de ce parti. Comment donc comprendre la position, la posture d'Elections Cameroun? Quand j'entends le représentant du RDPC dire que l'ECAM a bien fait son travail, moi j'ai ri. Ce que l'ECAM a fait, j'ai l'habitude de dire que l'ECAM, tel que pratiqué, est la 11e section du RDPC. Mais l'ECAM est la 11e section du RDPC parce que, voyez-vous, moi je le dis, le ministère de l'administration territoriale est la tutelle des partis politiques. Le Molinex allait jusqu'à dire qu'il a leur ADN. C'est-à-dire celui qui sait comment il fonctionne. Naturellement, celui qui délivre le récépissé pour qu'un parti puisse exister. Quand il y a des modifications dans le contrat, dans les conventions, dans le contrat des partis, n'est-ce pas, on lui adresse des actes qui l'entérinent. Et j'ai bien dit qu'au moment où on déclare les candidatures, puisque c'est une pièce essentielle, la candidature doit être portée par un parti politique. Elle est quand même en mesure, en tant qu'organe chargé de l'organisation des élections, sinon elle est quand même servirait à rien du tout. Elle est en mesure de savoir qui représente tel ou tel parti. Pour le cas du Manidem, depuis 2018, le ministre de l'administration territoriale lui-même a pris un arrêté concernant 3 partis, dont je oublie le nom il y avait le parti de Kawala et le parti du Manidem. Un autre parti dont l'UPC. De Bapolipot. Bapolipot a contesté, a contesté la décision, il a été débouté. Kawala a eu gain de cause, n'est-ce pas? Yebga, qui peut-être avait été frustré, ça fait pratiquement 7 ans, s'est abstenu de poser un quelconque acte. Ce qui a fait en sorte que la décision du ministre, qui bénéficie du principe d'élection d'office, soit, n'est-ce pas, définitive. Cette décision n'a été contestée. Et c'est pour bénéficier de cette légitimité que c'est toujours Anissé Ekane qui a été invité dans les plateformes, dans les réunions organisées par l'ECAM. D'où viendrait-il donc que c'est l'ECAM-là, que les responsables de l'ECAM ne savent pas ou se mettent à chercher qui est le responsable du Manidem? Ce n'est pas possible. Est-ce que c'est à l'ECAM de trancher? Et ça, c'est pour embrayer dans le même sens que le processus en disant qu'il ne peut pas avoir double candidature. Il ne peut même, ce n'est pas considérable possible. Parce que de toutes les façons, s'il vous plaît. Bon, on parle de double investiture. Il ne peut pas avoir double investiture parce que un parti est représenté par une seule personne qui est le représentant légal. Donc, son premier travail, c'est d'identifier dans chaque dossier qui est habilité sur le plan légal, sur le plan administratif, à investir, qui est habilité. Et l'ECAM antérieurement, aidé en cela par l'administration territoriale qui a la tutelle des partis, n'est-ce pas, avait admis que ça Anissé Ekane. Pourquoi est-ce que l'ECAM a donc reçu l'investiture du seul élu en 2020? Qui siège aujourd'hui comme conseiller municipal, me semble-t-il? Il est quand même encore cherché quoi? Il n'y a pas d'amalgame. Il y avait quelle pluralité? Mais Maître Kenny, du moment où l'ECAM se rend compte que, ok, il y a un document qui fait de l'Anissé Ekane le président du Manidem, un autre notamment qui circule sur les réseaux sociaux et regardant les modifications faites sur la plateforme du MINAT, que Dieudonné Yebga est le président du Manidem. Est-ce que c'est à l'ECAM de trancher dans ce cas? N'est-ce pas pourquoi l'ECAM a décidé donc de rejeter complètement tous les dossiers? Il n'y a pas d'amalgame. Et de permettre à ces candidats-là de saisir le Conseil constitutionnel. Les conditions pour être candidat sont bien réunies. Il y a les documents qu'il faut produire. Donc, la lettre d'investiture. Et ça, c'est le point essentiel. Je vous ai dit, est-ce que l'ECAM a remis en cause l'élection de 2020? De la personne qui avait été mandatée par
Non, parce qu'elle n'a pas deux personnes. Est-ce qu'elle est comme a remis cela en cause? Donc, elle est comme sait parfaitement que la personne habilitée légalement, administrativement à représenter le Manidem, elle est comme ça. C'est pertinent, même jusqu'à présent. C'est pour ça que vous dites que cette LECAM-là, c'est la 11e sous-section du RDPC. Au-delà de ça, reste votre avis. C'est mon avis. Nous savons tous que LECAM est une institution à la base neutre. Comment une institution aussi sérieuse a-t-elle pu, pendant qu'elle délibérait sur la liste des candidatures, la faire porter par un tiers à l'opinion publique? C'est un coup monté par l'administration, par le parti État RDPC qui se sert, n'est-ce pas, défaitiste, qui ne peut plus rien gagner et qui veut véritablement mettre le pays à feu et à sang. C'est tout. Jacques Bruno Djank, c'est vrai que depuis la publication de la liste des candidats par le Conseil électoral, il y a beaucoup de réactions et beaucoup de contestations, notamment concernant le rejet du dossier de candidature de Maurice Kamto. Pourtant, Maurice Kamto n'est pas le seul à avoir vu son dossier être rejeté par le Conseil électoral, justement, du fait de ses multiples dossiers réceptionnés sous l'égide de certains partis politiques. Pourquoi autant de mobilisation, autant de commentaires autour d'une seule personne? Est-ce que c'est parce qu'on n'envisage pas une élection présidentielle au Cameroun sans Maurice Kamto? Déjà, il faut comprendre que... en fait, je vais revenir un peu sur ce que disait Maître tout à l'heure. Si vous restez, vous avez parlé, vous êtes du MRC, si vous restez dans cette léthargie accusatrice, je ne pense pas que les choses vont évoluer. Parce que si vous passez le temps à vous dire que LECAM est un démembrement ou bien sous-parti du gouvernement du RDPC, je pense que vous êtes en train de courir tout droit vers un rejet de vos requêtes. Parce que je crois quand même que nous sommes dans un état de droit jusqu'à preuve de contraire. Je ne pense pas que nous sommes dans une démocratie, parce que même le président lui-même a parlé de démocratie apaisée. Nous sommes dans un processus démocratique. Mais aussi, vous avez parlé de deux documents. Un document qui émane de 2018, mais ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, c'est un document de 2022 qui fait de Yepga le président du Manidem. Même comme ce document est un fake, même comme ce document est un fake, est-ce que LECAM a les outils pour pouvoir décider sur la véracité des deux documents qui lui sont présentés? Sinon, c'est un organe qui servira à rien. Non, LECAM juge sur la base des documents qui lui sont transmis. Et maintenant, si je reviens à votre question, vous savez, le professeur Maurice Kamto est un peu la star de ces élections, parce que ce soit sur le plan international que national, en valeur absolue, son nom a été célébré. Qu'on parle de lui en mal ou en bien, vous savez que lorsqu'on parle de quelqu'un en bien ou en mal, en valeur absolue, c'est son nom qu'on voit. Donc le professeur Maurice Kamto ne faisant pas partie de ces élections, c'est un peu une tache noire sur la démocratie camerounaise. Je veux parler au regard sur le plan international, sur le plan des attentes à l'international. Tout le monde sait que le principal opposant au système en place, c'est le professeur Maurice Kamto. La raison pour laquelle on veut les non, je ne vais pas entrer dans cette... Je ne vais pas entrer dans cette posture. Mais je voudrais dire qu'en 2018, il était le deuxième, il était le principal opposant. Et les ONG, les organismes internationaux ont un synoptique qui leur permet de déterminer la popularité de tel opposant ou de tel autre. Alors, sur ce baromètre-là, sur une échelle de 0 à 10, Maurice Kamto est à 9,5. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement attendu pendant les élections présidentielles d'octobre 2025 au Cameroun. Bon, maintenant, sur sa qualification, je pense que ses partisans sont en train d'aller dans le populisme. Ces partisans sont en train de vouloir montrer qui est le meilleur avocat, qui est le meilleur juriste, Est-ce que c'est ce qui va résoudre le problème? Ici, un problème juridique est posé. On parle de la pluralité des investitures. Je pense que ces partisans
devait plutôt s'appesantir sur ce détail-là. Trouver les preuves. Parce que venir sur les plateaux de télé et aller dans les réseaux sociaux, décrier que tel Elecam, c'est un démembrement du RDPC. Ils auront même jusqu'à dire que le Conseil constitutionnel est un démembrement du RDPC. Mais est-ce que vous avez les preuves? Parce que moi, j'ai vu des preuves. Nous avons vu des preuves. J'ai même relayé sur ma page Facebook. J'ai juste apposé les deux lettres. La lettre de 2022 qui a été présentée sur les réseaux sociaux, sur celle de 2018, n'est-ce pas, qui est sortie de l'ECAM, du MINAT, sur un logiciel IA. Et il se trouve que c'est la même lettre. C'est la même lettre de 2018 qui a été modifiée. C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir, est-ce qu'effectivement, il y a une lettre qui sort du MINAT qui désigne le professeur, en fait, M. Yebga. Yebga comme président du Manidem. Dans le cas où, non, ce ne serait pas sur le site. Vous savez que le site peut être modifié. Vous avez parlé tout à l'heure. Encore qu'il a été piraté. Encore qu'il a été. Vous avez parlé tout à l'heure de piratage. Encore qu'il a été récemment. On actualise le site et puis on peut à tout moment modifier un site. On peut à tout moment modifier un site. Donc le site n'est pas un élément juridique. Le site n'est pas un élément juridique pour condamner ou bien affirmer quoi que ce soit. Alors, donc je pense qu'aujourd'hui, l'opinion internationale attend Maurice Kamto pendant les élections d'octobre 2025. Bon, peut-être que, et si Maurice Kamto n'est pas qualifié, il faudrait bien qu'on justifie, qu'on puisse donner les raisons qui font en sorte qu'il ne soit pas qualifié, plutôt que je crois que son parti a fait recours, sauf si, je ne sais pas, le parti... Oui, le Manidem qui a saisi le Conseil constitutionnel ce lundi. Oui. Bon, même si Dieudonné Yebga également a suivi, oui, même si Dieudonné Yebga en toute surprise, parce que comme je continue en tant que partisan de la société civile, je continue toujours à attendre les preuves, parce que le Manidem, nous savons tous que le Manidem, c'est Anissé Kane. Jusqu'en 2018, jusqu'en 2020, c'était Anissé Kane. Mais comme la justice est ce qu'elle est-ce qu'il y a eu des faits de justice Nulle part. Qui, entre-temps, ont fait de Yebga le candidat, le président du Manidem? Si de tels cas sont avérés, alors je pense qu'il faudrait que Maurice Kamto et ses partisans comprennent qu'ils ont été piégés. Ils ont été piégés par le Manidem. Parce que s'il y a des faits de justice qui prouvent que après les documents de 2020, on a de fait Maurice Kamto, Anissé Kane de son poste de président, ça veut dire que peut-être cette lettre a été obstruée, elle a été cachée à l'équipe du MRC, et le MRC s'est fait avoir. Et si le MRC s'est avoir, il faudrait que le MRC comprenne que la vie des Camerounais est plus importante que la politique. Nous, je suis dans l'Amnesty International, nous sommes là pour protéger les droits humains. Nous sommes là pour protéger la vie des Camerounais et puis interpeller en même temps les partis d'opposition, en même temps le gouvernement, pour que les élections se fassent dans la paix et que la justice soit. Merci Jacques Bruno. Raymond Biry, on voit dans le rejet tel que certains analysent, le rejet du dossier de candidature de Maurice Kamto, on voit un jeu savamment orchestré par le RDPC. On vous accuse à chaque fois. Bon, vous souffrez de cela, vous me le direz tout à l'heure. Mais Jacques Bruno Djanke disait tout à l'heure qu'une élection au Cameroun sans Maurice Kamto peut ne pas être envisageable, au moins si on se base sur la démocratie. Pourquoi on ne peut pas évoluer, on ne peut pas concevoir, imaginer un 12 octobre sans Maurice Kamto? Pour vous, une élection du 12 octobre sans Maurice Kamto, c'est une élection gagnée d'avance, d'office, si effectivement vous êtes derrière le rejet de son dossier de candidature? Madame Mayo, je ne voulais pas parler de M. Maurice Kamto, mais pour m'y obliger et pour le plaisir de vos téléspectateurs, je crois que je n'ai pas un peu le choix.
tout simplement. D'abord, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec Jacques Bruno. Père voisin, M. Bruno. Dans les démocraties représentatives, ce n'est pas le score à une élection présidentielle qui faut de vous un parti fort. Ce sont les élus à la base. J'ai parlé d'un synoptique tout à l'heure. Qui sont des critères d'évaluation des partis politiques, tout simplement. Mais là, on parle de la personnalité qu'est Maurice Kamto et pas du MRC. J'en viens même à sa personnalité. Je vais venir. Vous m'avez donné l'honneur de parler de lui. Et donc, quand je regarde, prenons le cas du MRC. Quand on regarde l'indicateur principal, le critère pour évaluer, juger les partis, ils n'ont aucun élu. Ah mais non, mais c'est pas... Pourquoi parler du MRC quand le MRC n'a pas soumis un dossier de candidature à l'élection présidentielle? J'en viens. Maintenant, quand vous me dites maintenant, est-ce que, au regard de ce que Bruno a dit, une élection sans Kamto ne serait pas une élection? Je vous dis non. Quand vous m'avez demandé tout à l'heure la question sur l'ossature de la liste, je vous ai dit que c'est l'une des plus belles listes parce qu'elle est révélatrice de la diversité du Cameroun. C'est-à-dire que le fait que le nom de M. Kamto n'y soit pas, pour moi, ne présente aucune anomalité. Pourquoi ce serait un échec, une élection présidentielle sans M. Kamto? Pourquoi ce ne sera pas une élection comme les autres? Sur quels critères vous voyez? Parce qu'il a fait 14% à l'élection présidentielle de 2018. Qui vous dit que M. Cabral Lébi, M. Ochi ou le jeune Inram ne fera pas 14% à cette élection présidentielle? Bon, je ne suis pas d'accord du tout. Un score ne donne pas de la crédibilité à un opposant qu'un autre. Non. C'est la capacité, la qualité de vos élus qui, à la base, qui vous permettent d'animer le parti et d'animer une élection présidentielle comme celle-ci, tout simplement. Bon, je suis désolé. Et heureusement pour vous que vous avez dit que est-ce que les observateurs internationaux, eh bien, nous n'avons rien à foutre des observateurs internationaux, tout simplement. Je suis désolé. J'ai dit, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça parce que nous ne sommes pas seuls au monde. Hein. Voilà, nous ne sommes pas seuls au monde. Je ne veux pas revenir aux incohérences qui l'ont disqualifié. Je ne veux pas être mal. C'est cette malhonnêteté intellectuelle qui n'est pas bien. Vous savez, dans tout, non, le fait de refuser l'étoile des autres. Je vous ai dit tantôt que le professeur Maurice Kamto, sur le plan international, après Paul Biya, peut-être Samuel Eto'o, vient en 3e place. On parle de lui en longueur de journée. Ouvrez n'importe quel site, n'importe quel réseau, les réseaux sociaux au Cameroun, vous allez voir, il ne peut pas passer avant Biya, parce que le président Paul Biya, c'est le président de la République. Mais je voudrais dire que il y a cette malhonnêteté intellectuelle qui fait en sorte que les gens essayent de fuir les normes pour normaliser les écarts. Merci. Et ce n'est pas bien. Quand quelqu'un est populaire, dites qu'il est populaire. Parce que le professeur Maurice Kamto peut créer le désordre dans un pays, il peut créer une insurrection. Et on ne le souhaite pas, on ne le souhaite pas. Il peut donner un mot d'ordre et les gens suivent. C'est pas bien. On est toujours sur la notion de pluralité d'investiture. Si on parcourt le code électoral, est-ce que c'est défini dans le code électoral qu'un parti ne doit investir qu'un seul candidat? Parce que pour le cas d'espèce, on a des partis politiques qui auraient investi plusieurs candidats. Bien, la question que vous posez rejoint celle que vous m'aviez posée initialement sur la notion même de pluralité d'investiture. Oui. En fait, au regard de l'énumération des pièces listées par l'article 122, il ne ressort pas clairement qu'un parti ne doit investir qu'un seul candidat. Mais il y a, au-delà de la lettre de la loi, il y a son esprit. Et l'élection présidentielle mettant en jeu des individus, il va de soi que lorsqu'on est présenté par un candidat, on ne peut avoir qu'un seul candidat par parti. Sinon, quand on est présenté par un parti. Oui, oui. Donc, je crois que de manière normale, dans l'esprit du code électoral camerounais, un parti ne peut investir qu'un seul candidat. Mais il n'y a aucun texte au Cameroun qui dit à Elekamou au Conseil constitutionnel qu'en cas de pluralité d'investiture, la solution, c'est le rejet de toutes les candidatures. Parce que, comme je le dis, au Conseil électoral, pas conseil. Oui, au Conseil électoral. Oui, au Conseil électoral de l'ECAM ou au Conseil constitutionnel, il n'y a aucun texte qui leur demande de rejeter. Mon collègue et ami, le professeur Abba Oyono, a mis, n'est-ce pas, la communauté nationale au défi de lui produire le texte qui commanderait, n'est-ce pas, le rejet de toutes les candidatures.
Ce texte n'existe pas. Et donc, mais il faut se dire que devant une situation de pluralité d'investiture, il peut y avoir des cas de fraude. Je dis, il ne suffit pas, Madame Mayo, que je vienne me prévaloir d'une investiture RDPC. Mais pourquoi on me prenne au sérieux? Il y a quand même des mécanismes qui permettent de savoir si ma déclaration de candidature me prévalant du RDPC est vraiment légitime ou pas. Et à cet égard, c'est vrai que lorsqu'on regarde la composition du dossier de candidature, il n'y a pas un acte d'affiliation, parce que l'acte d'investiture, en fait, est un acte d'adhésion. Or, qui peut le plus, peut le moins. Ça veut dire que Élections Cameroun, dans l'exercice de sa fonction, n'est-ce pas, de tri des candidatures, doit pouvoir aller au-delà. Et Maître Fabien Keyne disait quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Elecam, le MINAT ou Elecam ne sont pas des instances qui peuvent provoquer les modifications à l'intérieur des partis. Ils prennent acte des modifications qui surviennent ailleurs. Les modifications peuvent survenir des organes du parti, n'est-ce pas, ou alors des décisions de justice passées en force de choses jugées. Et lorsque ces modifications sont consolidées, elles sont communiquées au MINAT, n'est-ce pas, conformément à l'article 5 qui a aussi fait débat, n'est-ce pas, c'est de ça qu'il s'agit, et non pas des démissions des individus ou quoi que ce soit. Non, c'est le parti qui a intérêt à communiquer au MINAT et à Elecam les modifications survenues en son sein afin de ménager leurs intérêts. Parce que si l'administration n'est pas informée, elle pourrait entretenir, n'est-ce pas, une relation, par exemple, avec un dirigeant qui n'est plus membre de ce parti-là. Et à partir de là, vous voyez que le MINAT tient une base de données. Et dans son fonctionnement, Elecam interagit avec le MINAT, non pas dans un rapport de subordination, parce qu'Elecam est une institution indépendante, mais dans le cadre d'un rapport de collaboration. Et donc, devant les pluralités d'investiture, puisque nous avons dit les textes ne le disent pas, mais c'est une notion qu'on peut définir. Nous avons défini la pluralité d'investiture comme étant la situation devant laquelle l'officiel d'un parti remet plusieurs investitures à plusieurs candidats. Et donc, ça veut dire que donc devant une pluralité de prétentions d'investiture de candidature, Elecam, dans le cadre de ses rapports avec le MINAT, devrait rechercher qui est l'officiel de ce parti. Et je dis, les données sont disponibles au MINAT dans le cadre de l'interaction, et donc cela permettrait de savoir qui est en temps réel, au moment des investitures, l'officiel d'un parti considéré. Sur la base de cela, vous pensez que cela n'a pas été fait? Parce que beaucoup, lorsqu'on annonçait déjà la publication de la liste des candidats, on s'interrogeait sur le timing. Non, c'est bien sûr. D'Élections Cameroun, 3 jours pour examiner 83 dossiers de candidature, c'est quand même court. Non, c'est bien sûr, Madame Mayo. Là, cet examen ne peut pas aboutir à la désignation de 2 personnes. Donc, si Elecam l'a fait, sur le cas, par exemple, du Manidem, on aurait pu même désigner même Yebga, sur la base de la vraisemblance, quitte à ce que, n'est-ce pas, exerçant un recours, que la vérité éclate devant le Conseil. C'est pourquoi j'ai souvent dit qu'Elecam peut se tromper de bonne foi. Lorsque les données disponibles à son niveau, n'est-ce pas, l'amènent à prendre position. Mais la solution du rejet, je dis, elle est contraire à la philosophie des droits fondamentaux. Et puis... permettez qu'il conclue. Oui, dernier point. Je crois que vous avez posé une question importante sur est-ce qu'il peut avoir une élection sans Maurice Kamto. Monsieur Jacques Bruno a donné quelques indicateurs. Dans une démocratie, vraiment, on n'élimine pas un deuxième à la candidature à la légère. Il faut vraiment que les arguments soient sérieux. Mais surtout, je voulais ajouter que, actuellement, dans les bases de données records de Guinness, le professeur Maurice Kamto est reconnu comme la 3e personnalité politique à avoir organisé le meeting le plus populaire à l'étranger dans le monde, après Barack Obama et Nelson Mandela. Les 2 premiers ayant l'avantage d'être des chefs d'État en fonction. Maurice Kamto a réussi la 3e obligation à l'occasion du meeting de Paris sans être une personnalité. Mais on est d'accord que le Conseil électoral ne peut se baser sur ça pour valider son dossier de candidature. C'est les éléments que mes interlocuteurs à travers le monde, n'est-ce pas, mettent en avant pour dire, mais votre pays là est comment? En fait, c'est un élément qu'il faut quand même tenir compte. Parce qu'au moment de décider, il y a certes des arguments de droit, mais il y a aussi la dimension politique. Tenons compte aussi du regard que la communauté internationale émet sur le Cameroun. Et je suis interpellé aussi par rapport à cette absurdité-là. Où on a un pays où l'un des hommes les plus populaires, c'est qui a réalisé l'un des exploits mondiaux,
soit éliminé d'une candidature à la présidence. S'il est populaire à l'étranger, à plus forte raison, dans son pays. Du moment où il est dit que son dossier de candidature n'est pas conforme, est-ce qu'on doit le valider sur la base de sa popularité? Vous avez complètement raison sur ces arguments juridiques. C'est ça. Le problème vient des partis politiques, excusez-moi, de l'opposition. Le problème est que les partis politiques d'opposition ont fait de deux instances qui créent problème. D'abord, il y a une modalité de désignation du président. Maintenant, ils ont dans leur statut fait que il faut une autre instance pour désigner le candidat à l'élection présidentielle. Et cela parfois passe dans ces partis par des congrès, par des conventions. C'est les lois, c'est ce que je dis. Le fonctionnement interne des partis. Permettez, professeur, permettez qu'il conclue. Permettez qu'il aille. Et c'est pour ça que vous voyez la veille de chaque élection présidentielle, vous entendez congrès de tel parti, convention de tel parti pour désigner son candidat. Et c'est là où je ne suis pas aussi un peu d'accord. C'est leur loi. Avec le MINAT, je vais vous surprendre. Parce qu'à partir du moment où simplement il y a une élection présidentielle, si quelqu'un n'est pas d'accord au congrès, il va créer sa part de congrès, il demande l'autorisation, il devient lui aussi parce qu'il a fait un autre congrès. Ce qui donne ce désordre dans les partis d'opposition de plusieurs investitures, plusieurs candidatures. Et on l'a vu dans l'UPC où il y a eu plusieurs congrès. Oui, parce qu'ils n'ont pas réglé le problème dans les statuts de leur parti, comme le RDPC qui dit que mon candidat est simplement le président du parti. Ils ont voulu faire trop de démocratie et c'est ce qui les bloque aujourd'hui. Et c'est le cas que vous avez à l'UPC. Au Manidem. Vous avez même ça au MDR chez moi à l'extrême nord. Parce que chaque leader a son congrès, les résolutions de son congrès qui le désignent tout simplement comme président ou comme candidat à une élection. Voilà le problème. Le problème n'est pas les arguments juridiques, bien que pertinents que vous avez avancés, professeur, mais le problème vient du désordre des partis politiques. Mais Claude, je voulais dire que le problème, le motif allégué par le Conseil électoral de l'ECAM, ce n'est pas la qualité de l'investiture, hein, c'est le nombre d'investitures. On parle de multiplicité. Autrement dit, les investitures sont susceptibles d'être valables, mais c'est le nombre. Maintenant, donc, il faut parmi les deux désigner l'un. Donc le problème ne se pose pas dans les termes que M. Biri essaie de faire. Ça, c'est la cuisine interne des partis. Donc le problème, c'est est-ce que l'officiel du parti a régulièrement investi Maurice Kamto ou bien Monsieur... Mais ce rejet révèle quand même certains dysfonctionnements observés dans les partis politiques. Puisqu'il le disait tout à l'heure, il n'y a que des partis où il y a suffisamment de différends, de conflits qui ont été rejetés. Madame Mayo, posez la question aux partis politiques. Le MINAT ne peut pas avoir... On ne parle pas tous au même moment, s'il vous plaît. Le MINAT ne peut pas avoir des données qui désignent deux officiels. Ce n'est pas possible. Donc, en exploitant les données du MINAT, dans tous les cas, on devrait désigner. Professeur, le MINAT prend acte des congrès. Il prend d'abord les actes de congrès de tout le monde. Raymond Biri, tous ces partis. Bon, j'ai pris le cas tout à l'heure, l'exemple de l'UPC. On a vu tout au début de l'année, l'UPC, chaque faction tenir son congrès. Et chaque faction avait justement son candidat. On s'attendait à ça, plus ou moins. À ce que le Conseil électoral rejette d'abord et que ces différents candidats, en tout cas ces partis politiques, saisissent le Conseil constitutionnel pour qu'il tranche le moment venu. Une hypothèse, Maître Kenny. Non, ce n'est pas question d'amalgame. Oui, pour le cas Maître du Kenny. Il n'y a aucun problème, même pas la moindre de problème. J'ai pris le cas Maître Kenny, j'ai pris le cas de l'UPC. Maintenant, pour le cas du Manidem, effectivement, vous l'avez dit, depuis le début, on sait que c'est Anissé Ekane qui est le président. Et puis, à un moment, on a vu des documents circuler sur lesquels il était mentionné que Dieudonné Yebga est le président du Manidem. Et tout le monde l'a dit ici, c'est au ministère de l'administration territoriale de trancher, vu qu'il y a quand même ce flou. Et les choses Cameroun n'ayant pas... Puisque là... Comment vous pouvez dire que le MINAT a tranché du moment où, même au sein d'Elections Cameroun, on n'est pas... Est-ce que vous savez ce qu'on appelle... Est-ce que vous connaissez la force juridique des actes administratifs? Il s'impose d'office quand on ne les conteste pas. Mais quand il y a deux documents... il s'impose d'office, il y a deux documents. Qui vous dit que quand ils ne sont pas contestés, il n'a jamais contesté. Le problème, c'est le manque de sérieux dans les partis. Non, s'il vous plaît. Quelqu'un s'assoit dans sa chambre. Non, vous faites dans l'amalgame. On ne parle pas au même moment. Claude Mayo, quand l'État prend un acteur administratif, qu'il vous préjuge ou pas, que vous ne le contestez pas, vous l'avez acquiescé. C'est le cas dans l'espèce. Yebga n'a jamais contesté
cette correspondance, n'est-ce pas, du MINAT. Par la suite, elle est comme à entériner cette correspondance et s'est toujours fiée à cette correspondance. En deuxième, elle est comme lui-même désigne Anissé Ekane qui vous dit qu'il comme le président du Manidem. D'où vient-il que ce soit au moment de l'investiture, n'est-ce pas, à une candidature aux élections présidentielles, que le problème se pose. Ça ne fait pas sérieux. C'est pour ça que c'est comme si nous avions parfois même à la tête de nos ministères des voyous. Non. Vous avez des propos ce sera pas, non, ce sera pas sur ce plateau. Maître Kenny, non. Vous allez retirer le mot. Maître Kenny, non, pas ces mots sur ce plateau. Pas du tout. Non, pas du tout. On peut ne pas être d'accord, mais pas utiliser ce genre de mots. Madame Mayo, il y a quand même des situations qui interrogent. Parce que les faits que tout le monde peut vérifier établissent quand même que jusqu'en juin dernier, les correspondances destinées au Manidem étaient adressées à M. Anissé Ekane. Alors, si M. Yagba était véritablement le président du Manidem, mais pourquoi ne s'est-il jusque-là jamais prévalu de réclamer, n'est-ce pas, les actes qui étaient destinés au Manidem? Ouais, il y a eu plusieurs séances de travail. Pour ça, il n'y a pas l'enjeu d'une présidentielle. Non, permettez qu'il termine. Je pose seulement la question. Peut-être vous allez nous aider à comprendre. Permettez, vous aurez l'occasion de réagir mais après. Vous voyez que ce soit les actes émanant du MINAT, que de ceux émanant de l'ECAM, ils étaient systématiquement adressés à M. Ekane Adissé jusqu'au mois de juin. Jusqu'au mois de juin. Donc, quand vous parlez d'un acte de 2022, moi, je m'interroge. Je ne connais pas les réalités, le contentieux va peut-être le révéler, mais... Vous parlez de juin 2025 ? Juin 2025. Tout récemment. Juin 2025. Donc, alors, quand on observe ça, on se dit, mais alors, où était donc l'autre faction du Manidem pour ne pas revendiquer quand même des prérogatives qui devraient lui revenir? Parce qu'une séance de travail avec les partis politiques, dans le cadre de la préparation des élections présidentielles en avril avec l'ECAM, je pense que c'est une activité qui a été suffisamment médiatisée. Tout à fait. Et je crois que s'il y avait deux factions au Manidem, on se serait quand même attendu que l'autre faction vienne quand même revendiquer son droit. La séance de travail qui a eu lieu en juin, donc c'est des questions quand même, c'est des situations qui posent des questions. Qui sont pertinentes et dont méritent d'être étudiées par le Conseil constitutionnel. J'en ai ce qu'on vient pas. Voilà. Jacques Bruno-Djanke, une hypothèse. Il est dit par certains, notamment par Maître Kenny, qu'il s'agit d'un complot contre le professeur Maurice Kamto. Absolument. Hypothèse, si quelqu'un d'autre que le professeur Maurice Kamto avait soumis son dossier de candidature et qu'on avait au sein du Manidem 2 dossiers de candidature, on avait au sein de l'UPC 2 dossiers de candidature, est-ce que l'issue, le motif donné par Elections Cameroun serait le même? Est-ce qu'il ne s'agit pas, au-delà du motif avancé, un problème de personnes aussi? Parce qu'on a quand même à l'UPC, Yamtiba, des personnes quand même qui ont fait l'actualité depuis, qui font l'actualité depuis plusieurs mois quand même. Je pense que ce serait toujours le cas et les Camerounais resteraient fidèles à ces pratiques. Vous savez, les Camerounais rejetés pour pluralité d'investiture. Donc, je crois que ce soit le professeur Maurice Kamto ou n'importe qui, la réponse est toujours là. Mais il faudrait quand même qu'on comprenne quelque chose. Vous savez, nous sommes, comme le président de la République lui-même le dit, dans une démocratie apaisée. Quand on parle déjà de démocratie, quelque chose, démocratie lambda, démocratie epsilon, ça veut dire que ce n'est plus la démocratie que nous connaissons, la démocratie universelle. Donc ça veut dire que c'est un processus de démocratie qui va aboutir à la démocratie universelle. Donc ça veut dire que quand vous avez quelqu'un comme Maurice Kamto, dont le professeur Timothy vante les mérites, et puis c'est connu, vous allez dans le record Guinness, il est effectivement le numéro 3 de popularité, et même au Cameroun, personne ne dit que ce soit mon copanéliste du RDPC ou bien n'importe qui. Tout le monde sait que Maurice Kamto est l'un des hommes les plus populaires à l'heure actuelle du Cameroun. Et puis il est même attendu. Je pense que Maurice Kamto a fauté par les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il s'est dit à un moment donné qu'il était sûr, parce qu'il a toujours clamé. Il faut que sa candidature ne doute aucun. Il n'y a aucun doute sur sa candidature. Et il a un peu perdu de vigilance. Parce que, voyez-vous, c'est quand même terrible. Si en fin de compte, on se rend compte qu'effectivement, c'est Yebga qui est le patron,
qui est le patron du Manidem, ça veut dire que le professeur de droit émérite, je parle sous la surveillance de son collègue, qui émérite aussi professeur émérite, s'est fait prendre par quelqu'un qui n'est même pas à la taille d'un bic en droit. Parce que un professeur de droit de la taille de Maurice Kamto qui se fait prendre, n'est-ce pas, il ne devait pas se fier uniquement aux réseaux sociaux. Il devait s'accompagner de toutes les informations juridiques qui protègent son investiture, sa candidature. Ça impose aucun oui, ça pose un problème parce que vous êtes déjà les repêchés. Vous êtes en train de lutter pour être repêchés. Vous avez déjà échoué. Vous avez échoué. Et c'est pour ça que je dis que le professeur Maurice Kamto s'est laissé prendre par la ferve des réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux au Cameroun et même ailleurs, les partisans de Maurice Kamto sont connus comme des gens linguistiquement violents, très violents et qui sont facilement irritables. Et en politique, il faut éviter ça. Il faut éviter parce que, voyez-vous, vous accusez le MINAT tout à l'heure. Je vous lis. Vous accusez le MINAT, vous accusez le RDPC. Pensez-vous un seul instant que quelqu'un peut donner le couteau à son bourreau pour l'égorger? Non. Bon, quand le bourreau, on ne gère pas avec les humeurs. On ne gère pas les cas avec les humeurs. Mais c'est au professeur Kamto de se méfier. C'est au professeur Kamto de se méfier. Parce que quand vous êtes dans une bagarre à armes inégales, vous devez mieux vous prémunir. Parce que c'est quand même léger. Que moi j'ai trouvé ça quand même très léger. Que la candidature de Maurice Kamto, soit rejetée en premier lieu. Bon, je suis de ceux qui pensent, qui espèrent qu'à la Cour constitutionnelle, il sera repêché. Mais il est déjà diminué. Parce que le fait qu'un éminent professeur de droit, n'est-ce pas, n'ait pas vu venir tout ça, je pense que c'est quand même une tare sur sa compétence. Comme je l'ai dit, évidemment, je pense que les candidats, après publication de la liste, ont 2 jours pour saisir le Conseil constitutionnel. Le délai, c'est aujourd'hui à minuit. On a appris en fin d'après-midi qu'il y a 14 requêtes qui ont été soumises auprès du Conseil constitutionnel. On imagine que ça évolue entre 17h et 7h de la journée. Est-ce qu'il y a des chances que ces requêtes passent? On sait quand même, on connaît le Conseil constitutionnel de l'expérience de 2018. On connaît plus ou moins l'issue. Est-ce qu'il est possible que ça passe? Chacun donnera son avis. Raymond Biri. Les candidats ont 2 jours pour saisir le Conseil constitutionnel. Pour ceux dont les dossiers de candidature avaient été jugés incomplets par Elections Cameroun, parce qu'il y a justement le Conseil électoral qui a publié les motifs de rejet de ces dossiers de candidature. 2 jours pour réunir, par exemple, 30 millions de francs CFA, certificat de naissance, extrait de casier du judiciaire. Est-ce que c'est pas peu suffisant? Non, il faut reconnaître tout simplement que la majorité des rejets qui ont été faits au niveau du Conseil électoral seront confirmés tout simplement. Parce que quand vous regardez les motifs qui ont été évoqués pour 85% de ces candidatures, là, vous regardez les lignes des motifs, vous avez au moins 3, 4, 5, parfois 6 lignes. Il y a des dossiers qui n'avaient peut-être que la photocopie de la CNI seulement. Pour la plupart. Maintenant, il y a des cas qui méritent d'être vus au fond. Et c'est aux sages du Conseil constitutionnel, tout simplement, sur la base d'un certain nombre de documents du MINAT, sur la base même du questionnement des statuts et règlements intérieurs de ces partis, sur la base du fonctionnement de ces partis durant les 7 dernières années, et voir si on peut repêcher 1 ou 2 candidatures, tout simplement. Mais pour moi, ça n'ira pas au-delà de ça, tout simplement. Professeur Chimchouin, rejet systématique des requêtes au sein oui, il faut faire attention parce qu'en lisant l'article 129, les recours devant le Conseil constitutionnel peuvent viser aussi bien les candidatures acceptées que les candidatures rejetées. Donc il n'est pas exclu qu'une candidature actuellement acceptée soit remise en cause. Parce que comme nous l'avons dit, ELECAM a délibéré sur la base de la vraisemblance. Et donc, la vraisemblance n'est pas toujours la réalité. Donc il peut se trouver que dans le cadre du contentieux contradictoire devant le Conseil constitutionnel, que la réalité se révèle et que
une candidature qui avait été rejetée au profit d'une autre. Vous voyez qu'on ait la solution inverse. Ça peut se produire pour le cas du RDPC. On sait que Léon on ne sait jamais, on ne peut pas présager de ce que le Conseil conseil constitutionnel fera. Mais voilà par exemple une hypothèse où la candidature déjà acceptée du RDPC est remise en cause par le candidat adverse. Donc tout peut arriver. On peut donc rejeter. De même, les candidatures rejetées peuvent être rétablies. Je vais embrayer dans ce que disait le compatriote M. Biri tout à l'heure pour dire que pour les candidats, pour les dossiers qui ont été incomplets, il n'y a plus rien à faire. Hein, parce que les dossiers sont constitués en double exemplaire. Et le deuxième exemplaire est directement acheminé au Conseil constitutionnel. Donc il n'y a plus moyen d'insérer une pièce qui a manqué au moment de l'examen du Conseil électoral de l'ECAM. Donc pour les dossiers qui sont incomplets, je crois qu'il n'y a véritablement rien à faire. Mais ceux qui ont été rejetés, ou bien dont le contentieux porte sur une question de fond, et étant déjà entendu que le dossier est complet, tout est possible. Donc on peut rétablir une candidature rejetée, comme on peut rejeter, cette fois-là définitivement, une candidature qui a jusqu'ici été acceptée par le Conseil électoral de l'ECAM. Et je voulais terminer, s'il vous plaît. Monsieur Jacques Bruno a dit quelque chose de grave tout à l'heure. Je voudrais quand même... Nous nous battons pour la construction d'un État normal, hein, d'un État de droit. Et je voudrais rappeler que le ministre, par définition, chacun peut le regarder dans son dictionnaire, c'est le serviteur. Un ministre n'est pas là pour blâmer la population. Un ministre n'est pas là pour réclamer les privilèges. Un ministre est un serviteur. C'est l'ouvrier du peuple. Et derrière le terme administration, il faut retrouver le même radical. Administration. Et donc les fonctionnaires sont les prolongements des ministres. Si le ministre est notre serviteur, les fonctionnaires le sont encore plus. Donc les attitudes où on voit des membres du gouvernement menacer systématiquement la population, où on voit des fonctionnaires se comporter à l'égard des usagers comme s'ils étaient des étrangers dans leur pays, ça devrait cesser dans ce pays. Merci professeur. Maître Kenny, possibilité, vous y croyez, une possibilité que le Conseil constitutionnel finalement valide le dossier de candidature de Maurice Kamto, candidat investi par le Manidem? Je dois d'abord rassurer tout le peuple entier que nous avons régulièrement déposé un recours, n'est-ce pas, au Conseil constitutionnel aujourd'hui, un recours en béton armé, étayé par des actes authentiques, n'est-ce pas, qu'on retrouve facilement au niveau tant de l'État même d'ailleurs que de l'administration. Mais vous connaissez les antécédents du Conseil? Nous sommes convaincus pour une première fois que, n'est-ce pas, ces sages, comme vient de le dire, vont être sages et vont comprendre quels sont les enjeux aujourd'hui, n'est-ce pas, pour ne plus, comment dirais-je, appliquer cette jurisprudence qui leur colle à la peau comme censure. Je voulais sortir en disant que je ne suis pas excessif. Lorsqu'un ministre demande à un compatriote, un ancien collègue ministre, d'aller se pendre, le menace en lui disant qu'il peut se retrouver dans le chemin de s'il savait, et que c'est un sous-préfet qui peut lui régler son compte, c'est très très impoli. L'ouvrier ne menace pas son patron. Ça ne se fait pas. L'ouvrier ne menace pas son patron. Le patron, c'est le peuple. Voilà. Parce que voyez-vous, comme Maître Alice, comme le dit, même le président de la République, il est mandaté par nous. C'est mon bulletin de vote, ma voix, qui lui permet d'être là, où il a l'obligation, dit le président de la République, de me rendre compte à moi, citoyen. Il faut que Kaouné le sache. Merci, Maître Kenny. Jacques Bruno Djanke. Pour les candidats dont les dossiers de candidature ne connaîtront pas d'issue favorable auprès du Conseil constitutionnel, ce serait peut-être l'occasion pour eux de se retirer et de préparer l'élection prévue dans 7 ans, 2032. Ben oui, ils n'ont pas le choix. Je pense que le peuple camerounais est assez mature pour aller jusqu'au bout de l'insurrection parce qu'un candidat a été recalé. Mais je maintiens que j'ai l'espoir, je fonde l'espoir que vous savez, lors d'une élection, le feu ministre de l'administration territoriale, Tchongi, avait admis 2 UPC. Il y avait eu Anze Tchongi, il avait admis Orbelen, le UPC Orbelen et l'UPC Kodor. Et ça n'a pas posé de problème. Moi, je pense que ceux qui ont recours au Conseil constitutionnel et qui ont des dossiers en béton, comme Maître Fabien vient de le dire tout à l'heure, devraient passer. Hein. Il faudrait et même, il faudrait aujourd'hui, nous devons parler stratégie. Je pense que le RDPC gagnerait même à ce que le professeur Maurice Kamto soit candidat.
parce que non seulement ça va fragiliser les 30 à 33% du Nord, du Grand Nord, parce que avec toute porte à croire que le Grand Nord n'ira pas en rang dispersé, le Grand Nord fera candidature unique. Et sans Maurice Kamto dans le jeu, je crains fort que le Grand Nord puisse reprendre le pouvoir. Et si le Grand Nord reprend le pouvoir avec la majorité qu'ils ont, je pense que ce serait parti pour 40 ans ou 50 ans. On en saura un peu plus d'ici là, temps pour le Conseil constitutionnel. Je formule le vœu que la majorité des gens qui sont allés au Conseil constitutionnel soient rétablis et que la fête soit belle. On aura l'occasion d'en reparler. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Raymond Biry, merci. Merci, Jacques Bruno. Merci, professeur Tim Chouin. Merci, Maître Kenny. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur Balafon Télévision et sur Radio Balafon. Rendez-vous demain, 19h30 sur cette antenne et 20h sur Radio Balafon.